Bonjour et bienvenue à tout le monde donc, au Welcome City Lab pour cette première table ronde de l'année 2015 où on va parler de tourisme donc, et de big data. Je vais juste dire trois mots avant de commencer sur ce qu'est le Welcome City Lab. Donc, c'est l'incubateur dédié à l'innovation dans le tourisme d'une structure qui s'appelle Paris Co. Alors, Paris Co, vous connaissez certainement pas, puisque c'est un nom qu'on porte depuis le 1er janvier 2015. Et donc, c'était une structure qui s'appelait auparavant Paris Région Lab. Donc, on est le premier incubateur au monde dédié à l'innovation dans le tourisme. C'est un incubateur qui est porté à la fois par des acteurs publics comme la mairie de Paris, BPI France, l'Office du tourisme, mais qui est aussi porté par 8 industriels que sont Air France, Amadeus, ADP, Skyboard, Carson Wagonly, et j'en ai oublié, Galeries Lafayette. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Ils sont indiqués derrière Claude. Euh, et c'est l'originalité de cet incubateur de s'appuyer sur des partenaires industriels. L'incubateur proprement dit, donc les entreprises qui sont incubées chez nous, le sont au premier étage pour la moitié d'entre elles. Donc on a 15 entreprises incubées au premier étage et 15 autres qui sont hébergées dans d'autres sites de Paris Co. Au-delà de cette partie incubation, on a aussi toute une vocation d'animer l'écosystème du tourisme et de l'innovation dans le tourisme par un programme d'animation. Donc on organise très régulièrement et même plusieurs fois par semaine des tables rondes, des ateliers, des conférences ici et qui sont ouvertes à tous. Donc vous êtes tous toujours les bienvenus ici pour toutes ces animations. Au-delà de ce programme d'animation, nous allons aussi mettre en place des expérimentations. Donc l'idée, c'est d'expérimenter des produits et des services innovants sur les territoires justement de nos partenaires industriels et de nos partenaires publics. Donc voilà les deux, trois mots sur le Welcome City Lab. On pourra en parler après la conférence, après la table ronde si vous le souhaitez. Et on va démarrer tout de suite donc la table ronde. Et je vous propose de commencer par un tour de table. On va commencer par toi, Claude. Donc le principe du tour de table, ça va être que vous avez 3 minutes chacun pour vous présenter et pour expliquer ce que vous faites dans le tourisme et dans le big data. Voilà. Bonsoir, je suis Claude Deloupi, donc moi je suis cofondateur et président de C-Labs. Et nous on travaille sur tout ce qui est sémantique, c'est-à-dire on propose à nos clients, en particulier dans les médias, de collecter de l'information, de la rassembler et de leur ressortir sous diverses formes. Ça peut être des agrégateurs ou ça peut être en générant automatiquement des textes. Donc vous avez peut-être entendu parler des robots journalistes, même si le terme est impropre, c'est ce que nous faisons aussi. Et dans le cadre du tourisme, nous, on a commencé il y a 2 ans déjà un gros projet, un grand emprunt qui s'appelle Tour Influx, pour lequel on remercie évidemment la BPI et Cap Digital, que je remercie aussi Elisabeth d'avoir pensé à nous pour venir ici, et dans lequel, en fait, on va collecter de la data sur le web, la rassembler, la, euh, la valider de manière automatique, uniquement avec des données web, donc ce qui évidemment pose des problèmes de validité, on en reparlera, et ensuite la ressortir sous forme de rapports, d'espèces de tableaux de bord, dont l'idée c'est en fait de dire sur les différents territoires, j'ai un territoire, qu'est-ce qui se passe par rapport à mon territoire sur le web. C'est-à-dire est-ce que c'est quelque chose qui est beaucoup demandé? Quand les gens vont sur le web, qu'est-ce qu'ils voient? Est-ce qu'ils voient des crimes sanglants ou est-ce qu'ils voient une super île paradisiaque? Voilà, c'est essayer de voir ce type de choses et de voir comment utiliser la data du tourisme et la restructurer et la remettre en forme pour les territoires. Je vais reprendre juste la parole 20 secondes parce que j'ai oublié de dire quelque chose qui est assez important et j'espère qu'Elisabeth m'en voudra pas. C'est qu'on a monté la table ronde avec Cap Digital et que je co-animerai la table ronde avec Elisabeth. Voilà. Bonsoir, moi je suis Milan Stankovic, je suis fondateur d'une autre start-up. Je ne sais pas, Claude, tout le monde ne veut pas. Silab, c'est aussi start-up ou tu considères que vous êtes. D'accord, donc on est aussi une start-up qui travaille surprenamment aussi avec de la sémantique. Donc je me dis, si on est deux à le faire, c'est qu'il y a une pertinence, il y a bien une raison pour laquelle peut-être on se met à le faire. Nous, donc,
on dispose de technologies un peu différentes de celles auxquelles s'est intéressée l'équipe de Claude, tout en utilisant la big data et la data sémantique. Donc on va en parler de qu'est-ce que c'est de la smart data, ce qu'on dit aujourd'hui. Donc il ne suffit pas juste d'être big, il faut être smart pour vaincre dans le monde où on vit. Donc ces pages, c'est l'éditeur et je le dis avec fierté parce que j'en ai des preuves, ces pages est l'entreprise éditrice de meilleurs systèmes de recommandation de voyage au monde. Pourquoi je le dis? Parce que nous avons des taux de clic qui sont de double par rapport au système de recommandation classique auquel on se compare. Et pourquoi on a ces taux de clic de double? Parce que justement, on utilise de la data sémantique. Donc de la data que les équipes comme Claude vont structurer. Nous, on va l'exploiter. C'est de la data qui porte sur des villes, sur des offres touristiques, sur des différentes thématiques qui peuvent intéresser un voyageur. Donc on va utiliser toute cette data comme une knowledge base, comme quelque chose qui enrichit l'intelligence de la machine. Et on va s'en servir pour tirer des conclusions sur ce qui intéresse un internaute particulier et pour pouvoir lui recommander des bons voyages qui vont l'intéresser, qui va finir par acheter plus rapidement avec moins d'efforts que ce qu'il faisait auparavant. Donc nous sommes assez jeunes, on a 2 ans d'existence. On a commencé à commercialiser, ça fait un peu plus de 6 mois. Juste après avoir gagné un prix d'innovation technologique sur Next Tourism. Et depuis, on commence à capter l'intérêt du marché avec de plus en plus de clients, surtout en France, mais déjà, on a un premier client à Londres. Donc voilà. Bonsoir, Cédric Monnier, je suis cofondateur d'une société qui s'appelle Flemfy. Alors nous, on fait ce qu'on appelle du storytelling piloté par les data. Alors en vrai, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre but, c'est de permettre à nos clients, qui sont en général plutôt issus des médias, de créer et de comprendre où est l'audience, c'est-à-dire où sont les gens, quel que soit le type de contenu, de support que l'on a aujourd'hui, qui sont multiples, de les façon à les amener à un autre point. Parce que le storytelling, c'est l'art d'emmener quelqu'un d'un point A à un point C, éventuellement un point B entre les deux. Tout simplement en déterminant, comprenant où sont les intérêts des gens pour des sujets, pour des localisations, pour des thématiques, et en leur exposant du contenu qui est agrégé et calculé en temps réel par rapport à toutes les informations, d'où data, qu'on récupère, de façon à satisfaire cet intérêt. Et à partir du moment où on a commencé à satisfaire cet intérêt, on fait derrière différentes étapes qui permettent de vous engager petit à petit à comprendre beaucoup plus à partir d'un sujet, l'univers. Alors on travaille beaucoup dans la musique à l'origine ou le cinéma, donc l'univers d'une série télé ou d'un film ou l'univers d'un artiste. Et après, cet univers peut être aussi très physique, peut être localisé à des endroits particuliers, ce qui nous a amené assez naturellement vers du tourisme au sens large. Donc vous pouvez être intéressé par plein de sujets qui vont se concrétiser par, je ne sais pas, une visite au Puy du Fou par exemple, ou au Futuroscope de Poitiers. Donc nous, on est une plateforme internet à la base, donc, qui permet de scénariser vraiment comment intéresser quelqu'un et comment répondre à ses intérêts. Et après, on s'occupe de toute la partie technologique, donc les applications, les serveurs, blablabla. Tout ça, ça n'intéresse pas grand monde en fait. Et toutes les données qu'on mesure en permanence nous permettent d'améliorer évidemment le discussion et le storytelling et nous permettent après de faire de la prédiction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une logique où on est capable de dire, si vous voulez, quand vous faites un film par exemple, attirer certaines personnes, voilà votre audience potentielle sur les réseaux sociaux, sur des cinémas, sur ceci ou sur cela. Évidemment, la même chose pour si vous êtes un événement géographique particulier. Voilà le type d'audience que vous pouvez avoir avant que ça ait commencé. Et donc, vous pouvez travailler dessus pour améliorer. J'aurai une petite explication sur la prochaine éclipse de lune. Donc, je fais mon teaser maintenant pour que ça soit un peu plus concret. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Pour ma part, je ne fais pas partie d'une start-up, mais plutôt d'une grosse entreprise. Donc, je travaille chez Orange, et en particulier dans une filiale d'Orange qui s'appelle Orange Application for Business. Donc, c'est une petite société qui fait 2500 personnes, qui a été créée le 1er juillet, qui regroupe un certain nombre d'activités du groupe. C'est une SS2I. Donc, toutes les activités multimédia, centre de contact, intégration. Et aujourd'hui, on développe une activité qui s'appelle Analytics et Big Data. Et pour ma part, je suis responsable donc d'une offre qui s'appelle Fluvision.
Donc Fluvision, c'est l'exploitation des big data de notre réseau mobile, donc toutes les traces que vous laissez dans notre réseau par milliard, rien que là vous en avez laissé quelques centaines en quelques secondes, donc il permet de vous géolocaliser. Et à partir de toutes ces traces, on vend en fait des indicateurs de fréquentation, de déplacement des populations et des véhicules à l'échelle d'un territoire ou dans un lieu qui peut être un centre commercial ou une boutique. Donc cette offre commerciale que j'ai développée depuis 3 ans et qui est commercialisée depuis 1 an, aujourd'hui intervient beaucoup dans le domaine du tourisme pour mesurer des fréquentations de territoire ou à l'occasion d'événements aussi comprendre qui vient, qui est là, combien de temps vous passez sur un événement style Festival d'Avignon. Et je vous présenterai deux, trois planches pour vous situer ça. Alors on aura un grand débat sur le big data, sur l'utilisation, sur l'anonymat bien sûr. Juste quelques chiffres, en 1 an, on a plus de 45 agences départementales de tourisme qui sont devenues nos clients et plus d'une dizaine de comités régionaux du tourisme aussi qui sont nos clients, ainsi que des stations de ski. Et on a mesuré la fréquentation d'une 30aine d'événements culturels ou sportifs l'an dernier. Voilà. Bonsoir à tous. Donc moi je suis Elisabeth Racine, je suis chargée de mission à Cap Digital. Cap Digital, pôle de compétitivité de la filière numérique en Île-de-France. Et effectivement, depuis quelque temps, on s'intéresse au tourisme puisqu'on pense qu'il y a un gros potentiel pour nos entreprises natives du numérique de s'intéresser à ce marché. Donc on a monté cette table ronde avec le Welcome City Lab où on a pu placer plein de nos adhérents et on est content d'ailleurs qu'ils soient là. L'idée de ce soir, c'était peut-être aussi d'échanger avec vous sur quelles sont vos connaissances de la big data, puisqu'on se rend compte qu'entre nous, on n'a pas toujours la même définition. On ne sait pas toujours tout ce que c'est. Est-ce que vous auriez une définition à nous proposer? Ou vous attendez que nos intervenants vous la trouvent? Non, mais c'est intéressant. Ça montre qu'il y a un flou en fait dans cette définition, que de la donnée, on sait à peu près ce que c'est, mais voilà, la big data, on est encore un peu dans un flou. Quelqu'un d'autre peut-être? Monsieur. Il y a de ça. On lance. Allez. La définition du Gartner, c'est les 3 V. C'est volume, vélocité, donc vitesse, ce que vous disiez aussi, et la variété. Vous les retrouvez en ligne, ne vous inquiétez pas, c'est complètement public. Il y en a qui en rajoutent un 4e qui est la véracité, ou un 5e. On discutait avec Cédric avant, je ne sais plus lequel c'est. En tout cas, voilà, c'est de la vitesse, ce qu'on disait, du temps réel, monsieur. Du volume et de la diversité de données, puisqu'on a de la donnée structurée, des choses qu'on peut trouver dans des bases de données, de la donnée non structurée qui sont les traces que vous pouvez laisser en ligne sur mobile, etc. La donnée semi-structurée, la donnée transactionnelle, des paiements, des choses comme ça, de la donnée open data, donc de la donnée générée par exemple par les acteurs publics. C'était juste un point de cadrage, puisque comme monsieur disait, on ne sait pas trop ce que c'est encore, la big data. Ça, c'est la définition du Gartner. Concrètement, comment ça marche? La donnée, on la collecte, on la structure, on l'analyse, et après, on essaye de la visualiser pour la comprendre. Donc, c'est à peu près les grandes étapes. Vous êtes d'accord avec ça, messieurs? Jusque-là, tout va bien. On ne s'est pas concerté avant, c'est pour ça. Après, ce qui est intéressant, c'est de savoir que ça mobilise derrière plusieurs compétences et éventuellement plusieurs entreprises. Puisque c'est ce qu'il faut savoir, c'est un domaine qui est en train de se développer aussi économiquement. Et donc on se retrouve, ça c'est un slide, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais sur l'écosystème qu'on a pu retrouver, qui font appel à différentes compétences. Et on a vu que certains ici ce soir, vous la voyez? Ouais.
nous parle de sémantique, nous parle de données non structurées, on voit que ça intervient aux différents moments, soit de la génération de l'acquisition de données, donc c'est tout ce que vous avez aussi via des API, du process, donc de l'analyse, et là on retrouve la sémantique. Ce qui concerne le stockage, donc je suis sûre que là vous avez des grands enjeux aussi chez Orange sur la question, et la visualisation, donc on retrouve aussi bien chez Tour Influx pour des territoires, ou chez vous à Cépage plutôt pour les plateformes pour recommander un voyage, ou voir dans des opérations marketing chez Femjai. Donc voilà, vous voyez que c'était juste pour poser un cadre, pour qu'on soit tous d'accord, ou à minima avoir les grandes lignes directrices de ce dont on va parler. Maintenant, dans le tourisme, qu'est-ce que ça veut dire? Et là-dessus, je vais donner la main à nos intervenants pour qu'ils nous présentent un petit peu leur cas d'usage à eux. Alors, je ne sais pas du tout dans quel ordre ça vient. Bah voilà, ça commence par l'éclipse de lune. Alors moi, je vais vous parler d'une histoire qui, au début, n'était pas une histoire réellement touristique. C'était une histoire de pur média et qui est en train de venir, tous les jours où je la présente, ça gonfle, donc c'est bien. Une histoire, par contre, elle est un petit peu loin, Elisabeth. Parce que j'avais fait des animations pour garder le suspense, et tu m'as... Ok. Le storytelling, c'est en permanence. Hein. Hop, tiens, regarde, tu vois, ça a commencé comme ça. Alors, je ne sais pas ce que vous faites, vous, le 20 mars de cette année, le soir, mais en tout cas, je vais vous donner éventuellement une suggestion de ce que vous pourriez faire. Il y a une superbe éclipse de lune, qui est une éclipse complète, et la prochaine, elle est dans 70 ans. Donc c'est vous qui voyez, comme dirait l'autre. Peu de chance, en tout cas, que moi, je la vois. Mais c'est quelque chose qui est très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'extrêmement fédérateur. A priori, ça intéresse un petit peu tout le monde. Puis comme c'est tous les 70 ans, ça va intéresser un petit peu les choses. C'est un deuxième chose qui est très intéressant, c'est que c'est gratuit. Il suffit de sortir de chez soi et de lever le nez et de regarder ce qui se passe. Et nous, on a travaillé avec un certain nombre de partenaires pour regarder comment créer quelque chose de fort, d'émotionnel, et qui va durer un petit peu plus longtemps que l'éclipse elle-même. L'éclipse, ça dure 3 minutes. Donc, optimiser 3 minutes, il faut être bon à la base. Et donc, on a créé un consortium avec un certain nombre d'acteurs pour créer quelque chose qui va durer en fait 9 mois. C'est-à-dire qu'on va capitaliser 3 minutes en 9 mois. Alors, la première chose, nous, on vient des médias. Alors, je dirais que ce n'était pas forcément le plus facile, mais en tout cas, c'est le plus beau résultat pour l'instant. Donc, on a travaillé avec des producteurs. On travaille avec France Télévisions et puis Canal+. Il y a eu la production d'un très très beau film de 90 minutes sur la Lune. L'importance de la Lune sociologiquement, la culture de la Lune, enfin tous les aspects de la Lune. Et il y a 2 petits épisodes aussi de 52 minutes, c'est du très beau film en qualité 4K, Ultra HD, etc. Et ça, c'est quelque chose qui va être diffusé la veille de l'éclipse de Lune. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça touche à la fois sur CanalSat, donc des gens qui sont payants, et puis France TV, c'est pour tout le monde, je dirais, normalement, c'est gratuit. C'est un premier médium qui est basé vraiment sur l'expérience visuelle. Il y a une deuxième chose qui a été faite, c'est qu'il y a les éditions La Martinière ont fait un très très beau livre, très qualitatif, 60 €, donc c'est un très beau livre, sur la Lune aussi, avec une chronologie un petit peu du même style. L'idée étant, il y a des gens qui en achètent encore des livres, on est très contents, et qui vont commencer peut-être par découvrir la Lune, sans même savoir d'ailleurs qu'il y a une éclipse de Lune à ce moment-là, à travers ce très beau livre. En même temps, alors je peux vous dire, non seulement le 20, mais les jours qui sont autour, si vous êtes parisien, il y a une très belle exposition qui va se faire à la Géode, qui va durer 1 semaine, avec un certain nombre de choses sur la Lune. Alors, entre autres, il y aura un petit bout de la Lune, un caillou qui avait été ramené, et plein d'expériences à faire pendant ça. Donc ça, c'est un ancrage qui commence, c'est un ancrage physique, c'est-à-dire qu'il va falloir se déplacer. Donc c'est un premier lieu touristique en lui-même. La Géode, c'est extrêmement intéressant. Pour être très digital derrière, il y a 2 applications mobiles qui ont été développées. Une application qui fait la Lune en 3D sur votre iPhone, et une autre application un petit peu plus rigolote parce que c'est une application de selfie. Vous prenez votre photo et vous mettez votre photo sur la Lune. Je vous laisse imaginer. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'évidemment, on s'est dit, un petit peu partout en France, à peu près partout en France, sauf vraiment pour ceux qui sont dans le sud, qui ne pourront pas la voir de façon optimale. Donc il y a des points intéressants où on pourra voir mieux la Lune qu'à d'autres endroits. Et donc évidemment, il y a les observatoires,
lieux sur lesquels ça marche bien. Il y a un certain nombre d'autres endroits, il y a des municipalités, des gens qui sont venus nous dire mais moi en fait j'ai un très très bon hotspot. C'est-à-dire que là où je suis, parce que je suis sur une grosse colline, une montagne, etc., si les gens ils viennent là, ils vont vraiment pouvoir voir l'éclipse de lune de la meilleure façon. Donc on a réfléchi comment on pouvait introduire cet aspect purement géographique et touristique dans le système. C'est-à-dire que l'idée étant de dire, quel que soit l'endroit où vous arrivez, je passe les réseaux sociaux, ce que vous avez deviné qu'il y aura une dimension sociale derrière, mais quel que soit le point d'entrée dans le système, c'est-à-dire que vous voyez le film, vous ouvrez le livre qui est augmenté électroniquement, ou vous utilisez une application mobile où vous parlez de ce sujet sur les réseaux sociaux, à un moment donné, dans le storytelling, c'est-à-dire dans ce qu'on va vous répondre, dans les extraits de films, les images qu'on va vous montrer, à travers la géolocalisation, on va après vous suggérer quel est le meilleur point où aller physiquement pour avoir donc votre expérience à vous de cette éclipse de lune. Et donc le système il commence la semaine prochaine, parce que c'est pas la peine d'ameuter tout le monde trop tôt. Et petit à petit, dès que vous commencez à être sur un des points de contact que je viens de citer, on va commencer à vous donner des informations croisées. Alors si vous êtes dans la zone géographique proche de la géode, on va vous dire « Ah, il y a une exposition ». À un moment, on va même vous proposer de faire du couponing. On va vous dire si vous y allez, vous prenez dès maintenant un ticket, vous aurez de la réduction. Donc on est en train d'utiliser différents types de canaux pour pousser géographiquement vers la géode. De la même façon, plus les jours arrivent, donc le compte à rebours, une semaine, 3 jours, 2 jours, la veille, etc. On va vous envoyer des informations si vous êtes rentré dans le système en vous disant bah, le meilleur endroit, c'est celui-là. Et le meilleur endroit, il est poussé non pas par nous, parce que nous on est invisible dans le système je dirais, mais il est poussé en fait par la municipalité ou quand c'est un observateur, c'est l'observatoire qui dit ah bah, vous êtes à, je sais pas, vous êtes à Montpellier par exemple, on ne sait rien. Le meilleur hotspot pour voir l'éclipse de lune ce jour-là, c'est cet endroit-là. Et donc on va essayer de pousser les gens, quel que soit le point d'entrée. Donc on va leur dire sur Twitter s'ils sont sur Twitter, sur Facebook s'ils sont sur Facebook ou sur l'application. Donc on va créer cette audience, on va la diriger vers le point géographique. Et une dernière chose qui est intéressante, c'est que tout ça, c'est des signaux qui sont digitaux, numériques. Donc c'est-à-dire que nous, on mesure tout. Et c'est là que le big data apparaît, c'est-à-dire qu'on corrèle les informations, on vérifie que c'est bien le meilleur point géographique pour vous par rapport à vos habitudes géographiques de base et les endroits où vous allez. Et aussi, on vérifie si vous avez quelqu'un qui bouge ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens, pour des raisons de mobilité, d'âge ou quoi que ce soit, qui ne se déplaceront pas. Dans ces cas-là, on ne va pas les inciter à aller à l'endroit. On va plutôt leur envoyer, par exemple, une vidéo de l'éclipse de lune quand elle va se faire à côté de chez eux. Ce genre de choses. Donc l'idée, c'est que les datas, nous, on s'en sert pour comprendre l'intérêt sur ce genre de choses. Et deuxièmement, la capacité, on va dire, quel est le niveau d'expérience que je peux avoir. Est-ce que je me déplace ou pas? Et plus, est-ce que je suis quelqu'un qui va viraliser l'expérience ou pas? Et tout ça nous permet de faire un maillage sur toute la France à travers un certain nombre de points qui sont les meilleurs points d'intérêt pour voir ça. La dernière chose, en termes de data, nous on a croisé des data, ce qu'on appelle exogènes, c'est-à-dire qui sont en dehors de notre système de base, qui sont évidemment pour du tourisme, la météo. Le truc étant, c'est que bien malin si on vous dit d'aller à tel endroit à Montpellier parce que c'est le meilleur endroit pour voir l'éclipse de lune autour de vous. Si vous y allez puis se met à flotter ou s'il y a des nuages, c'est un peu loupé. Donc on a pris en compte la météo comme information complémentaire de façon à gérer la déception. Parce que si vous y allez et puis s'il flotte à ce moment-là, on va vous envoyer en fait une information complémentaire qui est, bon, pas de bol, mais avec par exemple un lien avec l'éclipse de lune depuis Paris, s'il fait beau, en streaming ou ce genre de choses. Donc tout ça, ça permet de maintenir l'intérêt sur chacun des acteurs qui sont sur ce petit schéma, de faire bouger géographiquement les gens et de voir aussi derrière, donc on fait du ticketing sur la géode, ils seront contents, j'espère que ça marchera bien, mais on fait aussi bouger les gens en région sur un événement qui à la base est gratuit et qui est assez fédérateur. Et toutes les données derrière nous permettent vraiment d'aiguiller les gens vers les bons endroits, s'ils sont mobiles ou pas, etc. C'est un petit exemple où là, la big data derrière n'est vraiment qu'un outil pour être sûr que ce qu'on apporte fait vraiment du sens aux gens en termes de service. Voilà. Je ne sais pas qui est derrière. Est-ce que vous avez déjà une question peut-être par rapport à cette vidéo? Non. L'intégration d'une campagne marketing complète sur tous les camps, c'est quelque chose qui vous paraissait infaisable ou au contraire quelque chose vers quoi on tend?
là là. On est rémunéré, nous, sur deux axes. Le premier, c'est je dirais, le fait qu'on met en œuvre tout le dispositif. Derrière, il y a des serveurs, enfin, il y a toute une technologie en elle-même pour pouvoir faire ça. Donc, on est rémunéré sur le fait d'avoir mis en œuvre toute cette technologie. Deuxièmement, après, on a un certain nombre d'objectifs pour chacun des partenaires. Typiquement, l'éditeur de livres, il va retirer un certain nombre d'informations de ce système. Ce qui va l'intéresser, lui, par exemple, c'est de comprendre quel est l'intérêt pour le livre. Et comme le livre, il est construit comme le film selon plusieurs axes, pour chacun des axes, en fait, derrière sa tête, il a l'idée de publier une série d'autres bouquins. Si on se rend compte que la partie techno est vraiment très intéressante et utilisée, c'est peut-être le moment de commencer à republier ma petite collection de poches, cette fois-ci plus accessible, sur la conquête de l'espace, par exemple. Donc nous, on est rémunéré, je dirais, sur un certain nombre d'objectifs. Si on prend Canal Satellite, par exemple, si derrière on arrive à pousser de l'abonnement supplémentaire, on est rémunéré à ce niveau-là. Donc on amène l'outil pour que ça fonctionne, tout ça organiquement. Après, il y a des objectifs, chacun ayant des objectifs différents. Oui. En fait, nous, donc on gère notre propre base de données derrière pour l'ensemble du système, dans laquelle on a une population qui est plutôt segmentée par niveau d'intérêt. Après, on a fait une corrélation entre le niveau d'intérêt de base et des gens qui, la Lune, ça va m'intéresser éventuellement le jour même si j'ai le temps, etc. Il y a des gens, alors je passe les astronomes qui là, ils sont les hardcore, je dirais, fans de ce genre de choses. Et on a corrélé le type de contenu, le type d'événement avec ça. Et donc on a une espèce de courbe. Aujourd'hui, on a une courbe d'apprentissage, ce qu'on appelle la courbe d'apprentissage d'intérêt sur ce sujet. Les gens qui sont en bas de courbe, qui sont des touristes, dans le sens, on va dire. Ceux-là, on va plutôt les router vers certains types de contenus, et ceux qui sont tout en haut vont aller vers d'autres types de contenus. Et il n'y a pas ni d'antagonisme, ni de compétition, je dirais, entre les différents types, parce que tous les contenus sont complémentaires. Je donne un exemple. Si vous allez à la Géode, voir l'expo, à la Géode, il y a une boutique. Et dans la boutique, vous allez trouver le livre. Donc il n'y a pas dans ce système-là, en tout cas, il n'y a pas de compétition. C'est plutôt, je dirais, des choses qui se complètent. Oui, c'est unique. On n'a pas les mêmes. Ouais, t'inquiète pas. Je vais te redonner l'info après, tu vas voir. Bon, en tout cas, je peux dire que tout est calibré sur le 20 mars aujourd'hui, parce que même la diffusion antenne est calibrée comme ça. Merci, moi je vais vous emmener au Mont Blanc, donc tout le monde sait où il est, le Mont Blanc. Alors par contre la hauteur n'est pas toujours sûre, puisqu'elle varie chaque année. Voilà, donc je voulais vous montrer un petit cas client. Par contre j'ai cliqué à un endroit qu'il ne fallait pas. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, nous on va utiliser toutes les données techniques du réseau mobile. Donc il faut savoir que pour nos besoins propres, pour optimiser notre réseau mobile, pour savoir à quel endroit les antennes saturent, où on doit développer notre réseau, on utilise des mesures et donc on analyse en fait toute l'activité qui est liée à l'envoi des SMS, aux appels téléphoniques, aux synchronisations smartphone, au surf sur Internet que tout le monde fait en ce moment. Et toutes ces données, donc, vous géolocalisent par rapport à une antenne. Donc ici, on est tous accrochés à une antenne, mais pas forcément la même. Ça dépend de votre type de smartphone, ça dépend si vous avez votre téléphone à droite ou à gauche, ça dépend de plein de choses. Mais néanmoins, vous êtes géolocalisé par rapport à ça. En hyperurbain, une cellule arrose un diamètre d'environ 100 mètres, et même à l'intérieur des bâtiments, on peut vous géolocaliser à 30 mètres. Donc c'est des choses très très précises. Et puis lorsque vous allez vous déplacer, vous allez accrocher différentes cellules. Donc on va pouvoir tracer comme ça des indicateurs de mouvement de population et de véhicules.
et donc générer comme ça des analyses de fréquentation de sites, mais aussi de déplacement de population, de touristes en particulier. Donc j'ai pris ici le cas de la Compagnie du Mont-Blanc, qui est notre client depuis l'an dernier, ainsi que l'Office de tourisme Chamonix. Donc l'idée, c'est comme si on avait des enquêteurs sur le terrain qui posent des questions aux touristes, sauf que là, on ne pose pas de questions, on observe ce qu'ils font par le déplacement de leur carte SIM. Alors évidemment, on travaille sur des données complètement anonymes. On a travaillé pendant un an avec la CNIL pour que ça soit complètement conforme, bien sûr. Voilà, on est Big Data, mais pas Big Brother. C'est la nuance. Et donc là, on va analyser tout ce qui se passe dans la vallée de Chamonix en permanence, 365 jours par an et 24 heures sur 24, parce que le réseau ne s'arrête jamais. Donc vous créez des traces en permanence. Contrairement à une enquête classique, où on mettrait un enquêteur sur le terrain qui poserait des questions, nous, on est là toute l'année. Donc c'est une richesse, un volume d'informations très fort, et surtout des échantillons colossaux, puisque Orange a plus de 27 millions de clients en France, donc l'échantillon d'analyse est colossal et la marge statistique d'erreur statistique est faible. Donc pour nos clients, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la fréquentation toutes les demi-heures dans la vallée de Chamonix. Donc ils ont décidé d'un certain nombre de points de mesure. Donc par exemple, on est en haut du téléphérique de l'Aiguille du Midi, on regarde combien de gens montent et d'où ils viennent. Est-ce que ce sont des Français, est-ce que ce sont des étrangers, puisque la carte SIM nous donne la nationalité. Et après des segmentations par rapport à une durée de fréquentation. Donc c'est ce qu'on appelle des segmentations classiques dans le domaine du tourisme. Donc les résidents de la zone, des gens qu'on va observer 45 nuits au moins pendant 3 mois sur le territoire, donc visiblement qui sont hébergés, qui ont une résidence sur le territoire, des touristes qui passent au moins une nuit sur le territoire, des excursionnistes qui ne passent pas de nuit mais qui sont présents au moins de 3 heures sur le territoire, et après ce qu'on appelle des transits, des gens qui sont présents moins d'1 heure ou moins de 2 heures sur le territoire, vraisemblablement des gens qui prennent la voiture ou le camion pour le tunnel du Mont-Blanc et qu'on voit traverser. Donc en permanence, nos clients savent exactement quels sont les touristes qui sont présents. Et aussi pour ce client, on analyse les points d'entrée dans la vallée de Chamonix, en particulier tout ce qui se passe autour de l'aéroport de Genève, puisque Chamonix c'est 50% d'anglais et le reste d'italien, et quelques français, c'est à peu près ça. Et donc une présence massive d'anglais qui arrivent par l'aéroport de Genève. Et beaucoup de japonais l'été, mais qui logent la plupart à Annecy et qui viennent 2 heures en excursion, 3 heures à Chamonix, qui repartent à Annecy. Et tout ce flux n'est pas connu, donc nos clients voulaient savoir exactement combien de temps passaient ces différentes nationalités sur la vallée de Chamonix. Donc voilà, un premier exemple. Un deuxième exemple dans le domaine de l'analyse festive. Donc on a fait une trentaine d'événements l'an dernier. Pour la Compagnie du Mont-Blanc, on avait fait l'Ultra Trail du Mont-Blanc, on avait fait Jazz Festival. Et là, on a fait l'analyse d'un certain nombre de férias l'an dernier, dont la feria d'Arles. L'idée, c'est d'observer le flux pendant toute la durée de l'événement, donc c'était 3 jours la feria d'Arles. On observe aussi 3 semaines avant pour voir la normalité de la situation, avant, pour voir qu'est-ce qu'est un week-end normal hors feria, et les types de population qu'on observe. Et également 3 semaines après l'événement, pour voir si l'événement attire des gens avant l'événement, et s'il y a un impact économique après aussi en nombre de nuitées. Donc ici, vous avez une représentation d'un outil de visualisation de nos flux. Et l'idée ici, c'est de voir d'où viennent les gens qui participent à la feria. Donc en bas, vous avez les heures, donc c'était le samedi, alors pas 2015, mais samedi 3 avril 2014. Donc toutes les heures, on peut savoir, ou toutes les demi-heures, on peut savoir d'où viennent les gens qui assistent à la feria d'Arles. L'organisateur était persuadé que les gens venaient de très loin pour la feria d'Arles. Et en fait, plus de 80% des gens sont à 30 km de la feria d'Arles. Donc voilà, donc on peut vérifier aussi des hypothèses ou vraiment des volumes de présence sur un événement. Alors j'avais un petit film, mais je ne sais pas où il est par contre. Juste en tant que question, est-ce que en analysant ces flux, par exemple les organisateurs de la feria d'Arles ou précédemment ceux du Mont-Blanc sont arrivés à des conclusions qu'ils n'attendaient pas? Est-ce qu'ils ont essayé de mesurer des choses qu'ils ne mesuraient pas avant? Enfin, quel était l'objectif en fait pour eux? Alors, dans le cadre de la feria d'Arles, on travaille pour l'agence départementale de tourisme Bouches-du-Rhône Tourisme, donc pas pour les organisateurs. Donc l'idée pour l'agence départementale de tourisme, c'est d'adapter en fait les moyens d'accueil ou de communication autour des différents événements et de réellement mesurer quel type de touristes viennent sur ces événements. Donc après, ils déclinent ça surtout sur la mesure de l'impact économique, c'est ça qui est important en matière touristique, nombre de nuitées, repas, etc. Et par rapport à différentes nationalités, on sait aussi par des règles de calcul que certains dépensent plus ou moins ou vont être hébergés dans des destinations plus ou moins nature ou dans des hôtels. Donc ça sert à ça. Concernant la Compagnie du Mont-Blanc,
Là, on va être plutôt sur la vérification de flux, parce qu'eux, ils ont des données venant de données, par exemple, des hôteliers ou des résidences hôtelières. Mais par contre, à Chamonix, 70% des nuitées de touristes sont en fait dans des hébergements privés. Il y a énormément d'Italiens qui ont investi dans des maisons et qui hébergent leurs familles ou leurs amis. Et tout ce flux n'apparaît pas, en fait. Le câble a été déconnecté. Ah, d'accord. Pardon. Par rapport au public, par exemple, c'est bien le public qu'ils avaient ciblé. Enfin, au-delà de Arles, qui disait on n'attendait pas à avoir une population aussi proche de la nôtre. Ça leur a permis après de mettre en place des actions. Alors Cibler d'autres types de publics. Le problème, c'est que les chiffres sont parfois un peu cruels pour les organisateurs ou pour les hommes politiques. Donc certains chiffres ne sortiront jamais, donc resteront profondément enfouis dans les archives. Quand un homme politique va annoncer que son événement attire 400 000 personnes et quand on le mesure, on voit qu'il n'y a que 200 000 personnes et qu'il annonce des dépenses somptuaires pour son événement, vous comprenez bien que politiquement, ce n'est pas tout à fait communicable. Donc souvent, ce sont des chiffres qui vont rester en interne. Après, bon, ils ajusteront bien sûr, mais on ne va pas trop communiquer sur le sujet. Voilà. Pour finir, parce que le temps tourne, juste une petite vidéo pour vous montrer quel type de flux on adresse. Aujourd'hui, on peut adresser des flux sur l'ensemble d'un territoire. Donc aujourd'hui, par exemple, on travaille pour Atout France, qui est le GIE qui promeut le tourisme en France sur l'ensemble des mobilités des touristes étrangers en France. On peut travailler aussi à l'échelle d'un quartier. On avait fait un exemple avec Rennes Métropole, dans le quartier du Blône, où par rapport les pyramides Mayas, ce sont nos antennes relais. Et vous voyez la variation des volumes de présence accrochés sur nos antennes sur un quartier. Et on peut mettre aussi donc, des points d'intérêt pour voir où se situent les personnes. Ici, c'est une visualisation avec les différentes segmentations touristes, excursionnistes, habitants de la zone et français étrangers. Et en temps réel, vous voyez la variation des populations présentes sur un territoire. Donc ça vous donne une dynamique complète de vivacité du territoire en fait. Ici, on est dans les Bouches-du-Rhône, sur les 10 bassins touristiques qu'analyse en permanence notre client à Bouches-du-Rhône Tourisme. Donc en fréquentation sur les bassins touristiques avec les différentes segmentations, et on travaille après sur les mobilités des touristes pendant leur séjour entre ces zones. Donc pour comprendre si un touriste qui est hébergé à Marseille va aller plutôt en Camargue ou vers Aubagne, etc. Comme ça vous donne une dynamique aussi de déplacement sur votre territoire et aussi l'appétence de certaines nationalités, de certains touristes à fréquenter certains sites touristiques. On est aussi en dehors du tourisme dans d'autres domaines, dans le domaine du transport et du géomarketing. Donc on travaille ici pour des agences bancaires, on fait des analyses de chalandise autour de l'agence bancaire pour faire correspondre des heures d'ouverture par rapport à la fréquentation de la zone de chalandise, mais aussi pour observer des réseaux concurrents, puisqu'on n'a pas de frontières. Donc on peut observer aussi ce que fait la concurrence. Et pour ces profils géomarketing, on introduit aussi des données sociodémo, puisqu'on introduit la base clientèle d'Orange. Donc on est en capacité de vous donner sur des flux anonymes la répartition des âges, les catégories socio-professionnelles et aussi le genre hommes et femmes. Voilà. En quelques mots, notre offre. Alors non, on va être dépendant nous de la couverture de notre réseau mobile. Donc comme je le disais en hyperurbain, on sera plutôt dans une zone à 100 mètres autour d'un hôtel. Donc on pourra mesurer par exemple autour de Saint-Germain-des-Prés une fréquentation, mais on ne saura pas vous dire si les gens sont à la brasserie Lip ou en face dans l'église Saint-Germain. Par contre, on introduit maintenant chez des clients qui veulent mesurer ça dans leur bâtiment, on a des toutes petites antennes mobiles qu'on plug sur une box, n'importe laquelle. Ça coûte 100 € à l'année. Et là, ça couvre uniquement votre bâtiment. Donc vous savez exactement qui rentre dans votre zone. Donc on fait ça dans les centres commerciaux ou dans des boutiques. On travaille pour des gestionnaires de centres commerciaux. On va mesurer ce qu'on appelle les zones froides et les zones chaudes d'un centre commercial, puisqu'après les loyers vont varier en fonction du nombre de gens qui vont être dans la zone. Donc on met ça dans un magasin. Et comme ça, on mesure pour les gestionnaires de centres commerciaux combien de personnes rentrent chez Zara, chez H&M, etc.
Alors, on analyse uniquement les personnes qui sont sur notre réseau, donc nos abonnés Orange, Soch, quelques opérateurs virtuels, les style M6 Mobile, et tous les clients étrangers qui sont en itinérance sur notre réseau. Donc globalement, ça couvre 40% de part de marché. Donc on fait un redressement, une extrapolation de ces populations, bien sûr, mais l'échantillon est colossal, hein, c'est-à-dire que sur la Chamonix, tous les jours, on va avoir des dizaines de milliers de personnes. Donc par rapport à une enquête classique de sondage où deviner qui va être le prochain président de la République, on va interroger 800 personnes. Nous, on est rapidement à l'échelle de l'aiguille du Midi sur des centaines et voire des milliers de personnes. Alors, non, parce qu'on est sur des flux anonymes. Par contre, on va travailler la donnée avec notre base clientèle. Et donc là, sur une population qu'on observera, on va pouvoir introduire justement des classes d'âge et le genre et la catégorie socio-professionnelle. C'est une carte SIM en fait, hein. Donc nous on mesure les cartes SIM. Le taux d'équipement aujourd'hui en mobile en France est au-delà de 100%. L'entrée dans la vie mobile se déroule à l'entrée au collège. C'est l'entrée à la 6e qui est l'initiation au mobile aujourd'hui. Alors nous, on travaille uniquement sur des commandes des clients, donc on n'est pas du tout en logique open data, donc on a des clients qui nous commandent des indicateurs. Donc ces indicateurs leur sont livrés et à charge pour eux d'agréger d'autres sources de données qu'ils ont, puisqu'ils connaissent leur territoire, ils connaissent leur métier, ils ont d'autres sources de données. Donc eux vont se servir soit de startups qui ont des capacités, des plateformes qui sont là d'ailleurs, qui ont des capacités d'agréger d'autres sources de données et d'en extraire une valeur supérieure. Mais nous, on ne va pas jusque-là. Nous, notre richesse, c'est le big data, mais qui devient smart data, puisqu'on prend des gros volumes pour arriver à des indicateurs sur des petits territoires. Mais on ne va pas au-delà de notre chaîne de valeur. On la pousse au maximum pour quand même la valoriser. Mais après, à charge au client qui connaît son métier, qui a d'autres sources de données, de travailler cette donnée. Nous, on lui garantit par contre que nos indicateurs respectent la loi et la réglementation sur l'anonymat. Après, si lui va travailler sur des données moins sécurisées ou qui permettent d'identifier une personne à force de croiser même des données anonymes, ça va être de sa responsabilité. Pour la météo, par exemple, je peux te répondre. En fait, il y a les deux. Nous, on travaille par exemple avec Netatmo, qui est une société qui fait des objets connectés, entre autres des stations météo connectées, et qui ont mis en... Alors, techniquement, c'est pas du pur open data. Enfin, tu peux te connecter sur leur plateforme et remonter toutes les infos. Là, on a un volume de requêtes qu'on peut faire à l'année pour que ça reste dans quelque chose qui est gratuit. Et après, dès qu'on dépasse le niveau des requêtes, il y a un tarif qui est derrière. Mais c'est la même chose quand on consulte, on extrait des données de Twitter par exemple. Il y a toute une partie, ça va. Et dès qu'on commence à être un vrai à beaucoup consulter, tu vas arriver dans des paliers qui sont payants. Et nous, en général, on a éludé le problème en demandant à nos clients de payer directement les fournisseurs de data. Ce qui leur permet, parce qu'en général, et jusqu'à maintenant, ils sont beaucoup plus gros que nous, donc ça leur donne aussi plus de façon de levier de négociation si nécessaire que nous. Et ça évacue aussi un problème légal ou juridique s'il y avait quelque part un problème. La donnée gratuite, c'est un produit d'appel en général. Hein.
toutes les vraies, sauf le pure open data, Etalab et autres, mais sur tous les autres fournisseurs, c'est un produit d'appel. Tu as une partie qui est gratuite parce que ça t'intéresse, ça te fait venir. Et puis dès que tu commences à être vraiment à avoir une addiction à cette donnée ou à faire un business derrière, bah, c'est normal. Quelque part, de toute façon, c'est normal de retribuer aussi. Pour ajouter sur la data, sur l'agrégation, nous, on exploite des données qui sont plus de style licence libre à la Wikipédia et des sources dérivées de Wikipédia comme Divipedia. Donc là, on est sur quelque chose qui s'approche à la donnée à la Etalab. Donc voilà, mais après, ce n'est pas le même usage, évidemment. Parfois, il faut des données météo, parfois, il faut des données des services externes comme Foursquare ou Twitter. Donc là, il s'agit juste de lire les petites lettres, voir qu'est-ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire, d'essayer de négocier avec le prestataire de la data. Donc évidemment, la data et la big data, il ne faut pas penser que c'est quelque chose de gratuit. Il n'y a rien de gratuit. Donc tout a un prix. Après, il faut se poser la question, quelle est la contrepartie et est-ce qu'on en a vraiment besoin? Parfois, on se dit, bah tiens, il y a telle donnée, allez, on va tout agréger, on va avoir un truc super big data. Très bien, mais la question après, est-ce que vraiment cette donnée qu'on a ajoutée, est-ce qu'elle apporte une valeur ajoutée par rapport à notre conclusivité? Ou on a peut-être pu extrapoler une conclusion par rapport à un phénomène faiblement présent mais extrapolable. Donc voilà, nous on travaille avec ce genre de choses. On essaye d'avoir une approche un peu smart avec la data. Je peux peut-être enchaîner déjà avec la présentation de ce que nous on fait, ou vous aviez plus de questions Alors, on est comme si on déployait une enquête sur le terrain. Donc, le client vient nous voir et nous dit, je veux étudier telle zone ou tel territoire, donc le vieux port de Marseille ou je sais pas moi, Avignon. Donc, on calibre nos algorithmes, on programme nos algorithmes par rapport à nos antennes relais. Donc, il y a une petite étude radio pour voir la couverture de nos antennes. On travaille avec le client sur les indicateurs qu'il souhaite qu'on lui sorte, hein, les différentes segmentations, différentes options qu'on a. Et à partir de ce moment-là, on produit pour le client l'événement. Donc on n'a pas à chercher toutes les données, on va les capter au bon endroit pour lui donner. Non, on n'a pas le droit de stocker la donnée, ça c'est alors c'est justement une des définitions du big data, tout est fait en temps réel, c'est-à-dire que nous on capte en temps réel la donnée. On ne peut pas stocker toutes les traces sur notre réseau mobile, ça c'est une contrainte CNIL, pour éviter même si on anonymise, si une base de source existait, on pourrait revenir en arrière. Donc on perçoit la donnée source dans le réseau. Il y a un algorithme de cryptage qu'on a développé qui va détruire la donnée source et on n'a travaillé que sur de la donnée anonyme. Donc ça c'est une obligation CNIL. Et donc on ne travaille que pour le futur. Si vous nous demandez ce qui s'est passé l'été dernier et qu'on n'a pas constitué, qu'on n'a pas pris la base source, on ne peut pas l'avoir. Donc ça c'est une des contraintes CNIL pour nous protéger hein, d'ailleurs, hein, pour éviter que quelqu'un puisse revenir sur des traces antérieures. Donc on est typiquement dans le cas d'une étude où on demanderait à un institut de sondage de mettre un enquêteur sur le terrain au vieux port de Marseille pour poser des questions. Bah c'est pareil, quoi. Nous, on travaille pareil. Plusieurs siècles, si vous voulez. Non, le prix, dans notre jargon, ce qu'on appelle le build, hein, c'est-à-dire la construction de l'algorithme, enfin, tout est industrialisé maintenant chez nous, tout est automatisé. C'est la programmation de l'algorithme qui va qualifier la zone, la couverture des antennes relais. C'est là qu'il y a un coût d'ingénieur radio, de géomaticien, de statisticien chez nous. Mais après, l'exploitation ne coûte pas très cher. Non. On est plutôt sur des modèles de coûts de licence de logiciel après derrière.
Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est la personne, mais on peut suivre aussi des véhicules, hein. Donc on travaille en particulier pour la SNCF ou la RATP sur des suivis de déplacement de rames et de taux d'évaluation du remplissage des rames, hein, ou des rames TGV. Ou également sur de la comparaison d'utilisation de moyens de transport entre deux axes. Est-ce que vous prenez la voiture ou est-ce que vous prenez le train, par exemple. Mais sinon, on va travailler, nous, sur les cartes SIM individuelles. Donc, on va enlever les cartes SIM data que vous avez dans vos PC ou les doubles cartes SIM que vous avez dans vos mobiles parce qu'on sait les voir. On sait aussi analyser quel système d'exploitation vous avez sur votre smartphone et dire vous êtes sur Android, etc. Et même le type de smartphone. Ça, c'est pour nos clients qui ont besoin de développer des applications mobiles. Donc on va assez loin quand même dans la donnée, mais on va utiliser la carte SIM qui est personnelle et qui correspond à un comportement d'individu. En fait, pas les cartes SIM que vous avez dans les voitures maintenant pour de plus en plus, ou tout simplement dans les distributeurs de boissons que vous avez là-bas. Souvent, vous avez une carte SIM maintenant qui va échanger pour dire il y a un petit malin qui essaie de forcer la serrure ou de m'escroquer. Voilà, donc il y a ça maintenant dans les distributeurs. Ça pourrait, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'individu. Donc on va travailler essentiellement sur le principal objet connecté, c'est le smartphone aujourd'hui, enfin, ou le téléphone. Juste pour compléter, ça c'est la vision d'Orange, puisque bien sûr c'est eux en tant qu'opérateur, mais bien entendu, des données générées par l'Internet des objets, c'est certain qu'il va bien falloir que les objets communiquent entre eux, qu'on sache aussi les monitorer et que ça va générer aussi... qu'il y a encore des standards qui sont à trouver. J'étais hier à la présentation du CES de Olivier Zrati. Si vous avez l'occasion et la patience, vous avez un rapport de 300 pages sur ce super salon où on va retrouver aussi bien des producteurs audiovisuels que des constructeurs électroniques, etc. Et un des enjeux majeurs qui est présenté hier, c'était effectivement la question des standards et de la nécessité de faire communiquer les objets entre eux. Et bien entendu, c'est de la big data. Enfin, c'est vrai que sur le panel, on n'a pas de représentant ce soir. Bien sûr, un opérateur, et c'est très bien, mais en tout cas, un fournisseur d'objets connectés. Mais il y a des réseaux qui sont en train de se mettre en place. On a des belles startups, dont une entreprise française qui s'appelle Sifox, qui travaille justement là-dessus, à l'implémentation de réseaux. Donc voilà, c'est encore en cours de développement et c'est un marché encore en cours de développement. Monsieur, encore à Orange? Allez, c'est la dernière. Alors sur cette offre Fluvision, non, parce qu'elle est calibrée vraiment dans une notion d'étude pour des clients qui commandent une étude. Par contre, il y a un autre projet qui s'appelle DataVenue chez nous, où c'est plutôt une plateforme ouverte où chacun va amener des différentes données. Donc je ne sais pas si vous aviez entendu parler de l'événement Osons la France au Grand Palais récemment. Donc on avait montré notre plateforme, peut-être, je vois Mademoiselle y était peut-être. Donc on avait ouvert une plateforme qui s'appelle DataVenue où différentes entreprises ont mis des datas. Donc nous on avait mis des données de mobilité sur les arrondissements parisiens et en croisant ces différentes données, des startups avaient pu créer des modèles de déplacement ou travailler là-dessus. Donc on a aussi une vision de plus d'open data, mais où chaque grosse entreprise confierait un jeu de données sur une plateforme et effectivement avec des API on pourrait travailler là-dessus. On a fait 2 challenges aussi en Afrique qui s'appelaient Data for Development au Sénégal et en Côte d'Ivoire, où on a confié des données venant du réseau mobile, mais qui ne sont pas des données temps réel, c'est des données ce qu'on appelle de facturation. Et on a confié ça à 80 universités dans le monde qui ont fait aussi des modèles de déplacement liés aux épidémies, liés aux catastrophes, liés à la faim, etc. Donc c'était 2 challenges qu'on a fait. Donc il y a des initiatives du groupe qui ne sont pas liées à l'offre que je porte aujourd'hui, mais effectivement dans le groupe il y a des initiatives plus d'open data. Oui, mais là typiquement elles étaient open. Pour une fois, on n'était pas dans le mode commercial. Juste 2 secondes. Donc, pour madame, on a 2 autres sources de données aussi big data chez Orange. Donc, il y a toutes les logs internet qui sont une grosse source de big data et aussi les logs TV, puisqu'on vend aussi ce que vous faites sur la télé à des partenaires style Médiamétrie aussi.
au sujet des objets connectés. Nous, on a fait beaucoup d'objets connectés. Je voudrais juste dire, je suis d'accord avec ce que tu dis, Elisabeth, il n'y a pas de standard, donc c'est l'anarchie, mais ça c'est normal parce que ça démarre. Après, il faut juste faire attention à quelque chose, c'est la durée de vie de l'objet connecté en lui-même. Pas physiquement, mais l'attrait. Nous, on a investi, on a fait pas mal de choses sur des montres connectées, des trucs comme ça. Durée de vie, c'est entre 1 et 2 mois, en termes d'usage, pas de le truc qui résiste, mais faut faire aussi attention à ça. Ça bouge beaucoup et en fait, je sais plus, il y avait quelqu'un qui parlait, il y avait l'Internet des objets, puis aussi l'Internet des objets inutiles. Et il faut faire le tri. Oui. Oui. Mais justement, c'est peut-être là où il y a le plus d'intérêt, ce qu'on appelle du machine à machine, dans ces cas-là, du M2M. Et c'est là où il y a, enfin, pour nous, on le voit de plus en plus d'intérêt peut-être que la plante connectée, que la brosse à dents, la cuillère et que sais-je. Ouais, ouais. Bon, on va parler d'un autre sujet. Donc nous sommes plus dans une logique de traitement de la donnée que d'une logique de captage d'une masse de données qu'on valorisera et qu'on visualisera. Donc on se pose plus des questions de comment on va exploiter la donnée qui se collecte naturellement sur le web par des usages des internautes, notamment sur les sites e-commerce. Donc, comment on va l'exploiter dans une optique d'amélioration des performances des sites e-commerce et d'amélioration d'autre côté de l'expérience utilisateur. Donc on part d'un constat, notamment dans le secteur de voyage, de plusieurs constats d'ailleurs. Déjà vous savez que le secteur de voyage en ligne et tourisme est un des plus grands secteurs de e-commerce. Et qu'en France, on en est notamment très fort dans ce secteur. Donc c'est très intéressant. Je ne sais pas si d'autres chiffres que je vais vous citer sont tellement connus. Par exemple, pour un achat de voyage en ligne, en moyenne, un internaute, il fait 38 connexions à de différents sites. Ça, c'est une moyenne plutôt très haute. Dans cette process d'achat, il passe, avant d'acheter, il passe entre 4 à 6 semaines pour se balader dans les différents sites, faire des comparaisons, aller un peu sur Wikipédia, regarder quelles sont les températures dans la période où il veut aller un peu sur TripAdvisor, faire de renseignements sur les différentes options. Donc il s'avère que c'est un processus intellectuellement plutôt compliqué. Donc nous aussi, on a fait des études dans ce sens pour essayer de comprendre ce processus. Ce qu'on a découvert, c'est que les personnes commencent par une idée très vague. Je veux voyager, il y a des ponts de mai, il faut que je voyage quelque part. Et puis je vais sur Google, puis je tombe sur des TripAdvisor ou des sources comme ça de repérage de destination. Donc d'abord, je suis dans une recherche de destination. Et ensuite, je vais aller vers des sites de e-commerce, d'abord pour chercher des billets de transport, avion ou train, et ensuite, je vais aller sur la recherche d'hôtels. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'une fois que j'ai trouvé un couple hôtel, train ou hôtel avion ou séjour, je vais me dire, tiens, il y a ça pour tel prix, est-ce que pour ce même prix, je peux trouver mieux? Donc je repars dans le process et comme ça, itérativement, je fais plusieurs itérations, d'où les 38 sites visités. Qu'est-ce qui se passe? La personne, elle est pas mal frustrée parce que pendant tout ce temps, elle se dit, mais pourquoi je ne peux pas faire le simple choix de voyage? Je veux juste voyager, je veux qu'il se passe des choses bien à moi. Pourquoi c'est tellement compliqué? De l'autre côté, les sites web, ils souffrent. Pourquoi ils souffrent? Parce que il y a quelque chose qui s'appelle la publicité en ligne et qui s'appelle l'acquisition de trafic, l'acquisition payante des visiteurs de sites. Donc, à chaque fois que vous voulez payer une publicité Google, par exemple, AdWords ou autre, le site, vous payez quelque chose à ces plateformes. Donc aujourd'hui, on remarque une énorme hausse des prix de publicité en ligne, ce qui fait qu'aujourd'hui, un voyagiste, il peut payer jusqu'à 3-4 € par clic. Donc vous multipliez ça par le nombre de visites et le nombre de clics, vous voyez que l'acquisition d'un visiteur payant est très très chère.
Donc il y a quelque chose, un rapport un peu rompu, si vous voulez, entre les sites de voyage et les visiteurs, qui sont les deux dans un dialogue qui ne marche pas de manière optimale. Donc nous on s'est dit on va pouvoir peut-être apporter quelque chose à ce dialogue. Qu'est-ce qu'on pourra apporter? On va pouvoir apporter au site de voyage la capacité de comprendre ces visiteurs, de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent vraiment et leur proposer des bonnes offres. Donc c'est là où intervient notamment la question de la smart data. Donc les sites de voyage, de quoi ils disposent? Ils disposent de la donnée comportementale. Ils savent qu'un internaute, il a visité telle et telle page, qu'il a passé tellement de temps sur cette page-là, qu'il a fait telle recherche. Ça, c'est de la donnée qui est abondante, qui est utilisée déjà dans l'e-commerce. Ça fait longtemps par des systèmes de recommandation aussi, comme Amazon et autres. Ce que nous on fait aujourd'hui de plus, c'est que nous exploitons des bases de connaissances qui sont massives, qui sont de la connaissance générale autour de voyages, autour des villes, donc qui provient par exemple de Wikipédia. On peut savoir que à Paris il y a tel artiste qui a vécu, qu'il était influencé par un tel autre artiste. Il y a plein de choses, informations de connaissances générales, qui pour nous représentent des variables de compréhension des actions des internautes. Donc nous, ce qu'on va faire, on va augmenter la donnée comportementale de navigation par une donnée qui donne le sens à cette navigation. Donc on va savoir que s'il était à regarder un séjour à Pérou, à Pérou, dans ce séjour, il y a tel type de sujet, tel type de choses qu'on peut voir, tel type d'attraction simplement. Et à ces choses-là, on va associer d'autres concepts similaires qu'on trouvera sur Wikipédia. Je banalise un peu tout ce process, l'algo est beaucoup plus compliqué évidemment. Mais ça va nous donner une idée très précise en fait de qu'est-ce qui intéressait cet utilisateur particulièrement dans son comportement, dans sa navigation, et plus rapidement qu'avant, si vous voulez, quand on avait juste les pages visitées, il fallait que la personne visite beaucoup de pages pour qu'on se crée une idée de à qui d'autre il est similaire et qu'est-ce qu'il veut vraiment. Maintenant qu'on peut augmenter la donnée de navigation avec d'autres données qui fait sens de cette navigation, on peut avoir beaucoup plus de clusters, une idée beaucoup plus fine des intérêts de la personne et faire des suggestions de voyage qui vont l'intéresser, qui vont susciter son intérêt et faire en sorte qu'il se décide plus vite, potentiellement lui recommander quelque chose de moins cher mais très similaire, qu'il va vouloir consulter et donc se décider plus rapidement. Donc créer un meilleur rapport, meilleure communication entre le site et la personne. Donc ça c'est ce qui est notre spécialité. On croit bien que la big data aujourd'hui, tout le monde en parle, peu de monde le fait, mais on observe aussi que ceux qui le font, parfois ils se débrouillent pas très bien, parfois ils sont déçus par le résultat parce que ils ont eu des grandes attentes alors que finalement le big data, la masse, le fait d'avoir la masse de données, ce n'est pas tout. Il faut savoir chercher les signaux faibles dans cette masse. Et notre orientation, c'est plutôt donc une data structurée, une data intelligente qu'on va pouvoir traiter au temps réel. Donc nous, on a des algorithmes qui permettent justement de combiner l'apport de la data extérieure et le traitement au temps réel incrémental, donc une manière intelligente à la traiter pour que lors de navigation de la personne, on peut, sous une contrainte d'une maximum, une demi-seconde, ça c'est grand maximum qu'on peut se permettre dans l'e-commerce, de livrer une recommandation qui est intelligente. Heureusement, dans le tourisme, on remarque que des acteurs des sites et tourisme se rendent de plus en plus compte de besoin de rendre plus intelligent leur dispositif de vente, leur site, ce qui est tout à fait naturel. Quand on a commencé avec la digitalisation des ventes dans le tourisme, c'était tout bénef, on avait des volumes, ça coûtait moins cher que de vendre dans le magasin. Sauf que on a dans un premier temps créé des sites qui étaient des magasins sans vendeurs.
C'était juste des étagères, voilà, avec des produits, et la personne devait faire son navigation, mais elle n'était pas accompagnée vraiment par rapport à son souhait, par rapport à son besoin, elle n'était pas vraiment écoutée comme dans un magasin physique. Donc aujourd'hui, de plus en plus, on se rend compte qu'on a besoin de leviers supplémentaires avec la big data, mais avec d'autres choses qui arrivent de comportemental et de simplement reprendre au bon moment à la bonne chose. Donc on se rend de plus en plus compte qu'on a besoin de leviers supplémentaires de vente en ligne, que ce n'est pas juste la mise en vente, mais c'est aussi de l'accompagnement, de la compréhension, de la compréhension des utilisateurs, qualification et tout ça. Voilà. Mm-hmm. Comment ça se passe techniquement? Oui, c'est des cookies. Donc, oui. Nous, par contre, on ne va pas savoir qui vous êtes. Hein. On va mettre un cookie. On a en fait une solution qui s'intègre avec les sites de voyage. Ça veut dire le site installe un script qui va faire tout, à la fois la collecte de la donnée comportementale et l'affichage des recommandations. Donc ça, c'est notre script qu'on lui donne, que notre système génère pour lui. Et le script va poser un cookie chez vous et observer, donc faire le tracking de pages que vous visitez, et éventuellement, si vous faites des recherches, ça aussi. Non, au cours de la même visite. Au cours de la même visite, en moyenne, les gens font 4 pages sur les sites que nous avons comme clients aujourd'hui. La moyenne, c'est autour de 4 pages par visite. Dans ces 4 pages, il y a autour de 3 pages d'offres touristiques. Donc déjà, dans le cadre de la même session, sur une prochaine page, vous serez déjà targeté de manière pertinente. Mais voilà, évidemment, si vous revenez, si vous effacez pas de cookies, on aura l'historique. Mm-hmm. J'ai pas tout à fait compris. Est-ce qu'on utilise des données de TripAdvisor ou est-ce qu'on utilise... Alors, je pense qu'il y a 2 questions dans ce que vous venez de poser. Est-ce qu'on utilise la donnée externe d'autres sources? Oui, mais de manière abondante. Donc nous, quand je dis on fait de la augmentation de la donnée de comportement, on va y ajouter de la donnée de Dibipedia, qui est la Wikipédia sémantique. On va ajouter des sources géographiques et météorologiques. On va ajouter des sources liées à des activités à la Foursquare. Et on va finir par à peu près 800 000 variables par offre. Ça, c'est en termes de la donnée. Après, la question sur, si j'ai bien compris, la question sur le collaborative filtering, est-ce qu'on utilise la similarité entre 2 utilisateurs? De dire cet utilisateur-là, il est similaire à un autre, donc ce qu'il a acheté, l'autre va acheter aussi. Nous, particulièrement cet algorithme, on en parle beaucoup parce que c'est notre référence. Si vous voulez, on part de cette base-là et on se dit on peut faire mieux. Quand je vous ai dit que nous avons 2 fois mieux meilleur taux de clic que des algorithmes de base qui sont aujourd'hui état de l'art, hein, j'ai pensé notamment à collaborative filtering. Donc oui, on utilise un volet similarité des comportements des 2 utilisateurs, mais on va aussi utiliser le volet similarité des 2 offres. Donc pour illustrer de manière simple la distinction entre ce genre d'algo et ce que nous on fait, les algorithmes de collaborative filtering, s'ils repèrent une masse d'utilisateurs qui a acheté carottes, tomates, citrons, vous achetez carottes, tomates, ils vont dire tiens, il est similaire à tous ceux qui ont acheté tomates, carottes, citrons, donc on lui recommande citron. Nous, on a une autre approche qui vient complémenter ça, qui est de dire ah tiens, il a acheté carottes, tomates, donc il achète des légumes, donc on va lui pousser de choux verts ou autre chose. Donc voilà, c'est un levier supplémentaire qu'on va combiner dans notre algorithme pour maximiser les performances.
oui, c'est un peu plus compliqué que ça, malheureusement. En fait, on ne pondère pas à ce niveau-là de généralité. En fait, chaque variable va avoir sa pondération. Il va y avoir des pondérations globaux de variables qui sont certaines dépendent des clients et des sites. Donc, certaines vont être dérivées simplement de la structure des offres du site, vont être calculées automatiquement. Certaines vont être imposées par le client qui va dire telle variable là, je veux qu'elle soit prise en compte de manière forte, parce qu'il y a des variables business aussi, de dire par exemple profitabilité d'une offre ou stock, budget, choses comme ça. Mais il va y avoir aussi une part d'apprentissage par rapport à cet utilisateur-là, quelles sont les variables auxquelles il est plus sensible. Ça veut dire si on remarque que cet utilisateur-là, dans toutes ses offres qu'il consulte, il y a quelque part des national parks ou des concepts comme ça, on va voir que en fait, la similarité des offres sur cette variable-là est forte, donc on va dire la sensibilité pour ça est forte. Pareil pour le prix et autres. Donc il va y avoir un ajustement, un micro-ajustement pour l'utilisateur lui-même de la pondération. Mmh. Oui, dans un certain sens, oui. À partir des données qu'on a, selon la richesse de l'historique de la personne, évidemment, sur ce site-là, on va être plus ou moins fort à deviner la sensibilité pour certaines variables. Mais c'est un calcul qu'on fait. Pour le moment, on l'utilise uniquement pour la recommandation et dire, voilà, il est sensible à ça, on va s'assurer qu'on lui pousse bien ça. On travaille avec certains de nos clients pour trouver d'autres usages de ces données-là, de dire, par exemple, voilà, vous savez, de cette source-là, par exemple, de Criteo, les gens qui vous viennent sur le site via Criteo, bah, ils ont une sensibilité prix, par exemple. Donc, voilà comment vous pouvez optimiser, donc de tirer des conclusions globaux, plus qui vont impacter plus les politiques de marketing digital que l'action qui va être faite par le site sur cet utilisateur particulier. Alors, je vais vous dire un peu ce que moi je pense, pourquoi c'est le cas. Nous, on peut évidemment connecter notre analyse avec un profil, que ce soit un profil sur le site tourisme, parce qu'on a parfois des comptes sur les sites, ou bien un profil Facebook, peu importe. On est complètement équipé pour le faire et on le propose à nos clients, mais on ne l'a jamais fait. Jusqu'à présent. Pourquoi moi je pense parce que notre technologie, là où elle est unique, c'est que elle peut travailler avec l'utilisateur anonyme et de manière performante. Avant, on avait besoin, dans les démarches CRM classiques, d'avoir, voilà, on connaît l'utilisateur, on sait si c'est homme-femme, on sait un peu son historique d'achat, on sait quelle est la tranche d'âge, et on fonctionnait à partir de cette base-là. Donc je pense que nos clients sont surtout impressionnés par notre capacité de travailler sans cette base-là. Et de dire même sans ça, on va pouvoir faire quelque chose en temps réel, juste avec quelques clics qu'il fait, on va augmenter la donnée, on va avoir une connaissance suffisante pour proposer quelque chose de très pertinent. Et c'est évidemment cet usage-là qui les intéresse en premier et qu'ils commencent à utiliser par là. Quand on travaille avec un client, le plus il voit le bénéfice de la technologie, le plus il se pose la question qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. Donc c'est là où on entre dans les réflexions. Est-ce qu'on peut restituer la donnée sur ce qu'on a recommandé, sur ce que les gens vraiment veulent consulter et acheter? Est-ce qu'on peut la restituer au marketeur pour la composition des voyages? Est-ce qu'on peut faire d'autres choses? Donc évidemment, ça c'est une question qui entre en jeu, surtout pour
pour tout ce qui est emailing, de connecter la donnée navigation plus notre profil et notre connaissance client avec le email pour faire des campagnes email intelligentes. On n'y est pas encore, mais on est équipé pour le faire. Voilà. Oui, en fait, notre système s'intègre complètement avec le site de client. Il est tout à fait possible que vous y étiez exposé, mais sans le savoir. Donc, en fait, il est complètement intégré sur le site, comme si c'était une partie intégrante. Et puis, le client, le site de voyage, il dispose d'un back-end où il peut voir les statistiques, les jolies courbes de la performance sur son site. Tout à fait, ça c'est quelque chose qu'on a envisagé déjà et on y avance avec un de nos clients qui est un centre d'appel, d'essayer d'utiliser la donnée, de la restituer sous forme sensibilité à des différentes choses ou simplement intelligence de recommandation, dire voilà, on suggère au vendeur ce qu'il pourrait proposer à la personne en face. Donc voilà, tout à fait. Tout à fait, c'est un usage qu'on vise par une des prochaines versions et on y travaille avec un de nos clients parce qu'il s'avère que c'est intéressant. Nous, on a commencé par un développement là où ça nous a paru qu'il y a le plus de volume et le plus de travail à faire, mais on découvre avec nos clients des usages, des nouvelles usages, voilà, comme ça. S'ils les utilisent en mode anonyme, uniquement lors d'une séance, ils vont être traqués et puis ça disparaît. Mais s'ils utilisent les browsers en mode anonyme, c'est leur propre risque. Ils acceptent, si vous voulez, le contrat de la vie privée entre l'utilisateur et les sites, c'est un échange fonctionnalité pour identification. C'était toujours le cas dans l'informatique. Si on veut que le système nous connaisse, qu'il nous soutient mieux, il faut qu'on accepte d'être identifié. Si on ne l'accepte pas, on accepte aussi qu'on ne sera pas identifié, qu'on n'aura pas tous les services. Donc voilà, notre système, évidemment, dans ce cas-là, il ne peut pas franchir des limites techniques de browsing privé. En revanche, ce browsing privé, il reste dans nos statistiques plutôt anecdotiques. Oui, mais il n'y a pas de problème, je peux attendre. Nous, pour vous donner quelques exemples de ce qu'on fait, alors, le site, ça c'est les sites du projet. Donc vous voyez, c'est un projet de recherche, donc vous voyez où on en est sur cet aspect-là, mais on a des applications très concrètes qu'on a faites pour certains de nos clients. La première, c'est pour un de nos clients qui vend des chambres d'hôtel, qui vend des réservations dans des hôtels, et qui avait une problématique à la fois de référencement dans Google. Vous savez qu'il y a une problématique, pour être référencé dans Google, il faut avoir un contenu unique, il faut vraiment avoir un contenu spécifique. Si vous recopiez le descriptif de vos 150 000 hôtels qui sont partout, vous n'avez aucune chance d'être retrouvé dans un moteur de recherche. Il y a une deuxième problématique, c'est qu'effectivement, les clients sur Internet, les utilisateurs sont très infidèles et ils vont faire donc 38 sites apparemment avant de réserver et risquent de partir. Donc il faut faire le maximum pour les attirer, les conserver et les conserver le plus longtemps possible jusqu'au clic. Donc nous, ce qu'on a fait pour eux, c'est qu'on a utilisé les datas permettant de qualifier les hôtels. Donc, il y a des notions de nombre de chambres, des notions de langue parlée, de est-ce qu'il y a une piscine ou pas, est-ce que cette piscine est chauffée, est-ce qu'il y a un bar, quel est le type du bar, etc. Et à partir de là, on a rédigé de manière automatique des descriptifs pour chacun de leurs hôtels. En fait, pas chacun parce qu'il manquait des datas sur une partie. Donc pour 150 000 hôtels, on a rédigé automatiquement des descriptifs de ces hôtels, des descriptifs de qualité humaine,
où on parlait justement de ces éléments-là, qu'est-ce qu'il y avait à voir dans l'hôtel. Et on est allé un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on est allé récupérer des avis sur ces hôtels. On a analysé ces avis, puisqu'on fait de la sémantique, on est capable d'interpréter, de voir ce que les gens disent en termes d'opinion sur des éléments précis. C'est pas simplement l'hôtel est bien et pas bien, on met plus ou moins. C'est qu'est-ce que les gens disent de l'accueil, de la localisation, de la propreté de la salle de bain, du petit déjeuner. Et on extrait ce type d'informations qu'on va de la même façon stocker dans notre base de données. Et à partir de là, on peut rédiger de manière automatique une sorte de résumé des points forts et des points faibles de l'hôtel. Donc typiquement, on pouvait ressortir des choses comme les points positifs, voilà, le petit déjeuner est considéré frais, varié et copieux, qui sont des termes provenant des avis et qu'on pouvait ressortir dans ce contexte. Donc ça, c'est des choses qui sont assez, alors évidemment complexes d'un point de vue algorithmique, sémantique et autres, mais surtout, on est vraiment dans un contexte de masse de données très importante. Il y avait 200 000 hôtels, 220 000 je crois au départ. On s'est retrouvé avec 2 téraoctets de données, à la fois les données que nous on a traitées, qui étaient disponibles, les données que nous on ressort, parce qu'on produit des données grâce à nos analyseurs, on stocke tout ça, et derrière il y a la production de descriptifs. Et, entre parenthèses, les descriptifs étaient produits en 3 langues, français, anglais, espagnol. Donc, ce qui permettait d'avoir une couverture multilingue du site. À côté de ça, on a un autre de nos clients qui est un peu dans le même cas, sauf que lui, il est dans un contexte de personnalisation à outrance, je dirais, c'est-à-dire que c'est un coach santé, mais un coach santé qui, tous les matins, alors l'idée c'est qu'il renvoie tous les matins des statistiques assez ardues et pas très sympathiques sur « vous avez encore grossi » ou des choses comme ça, donc c'est pas très sympa. Donc l'idée c'est de mettre en en-tête, en début du mail, une sorte d'introduction qui soit un peu plus sympathique, un peu plus proche de l'utilisateur, qui donne un peu plus envie d'aller de l'avant. Et donc, en entrée, ils nous fournissent pour cet utilisateur le sexe, l'âge, est-ce qu'il a des enfants, la situation maritale, le lieu, la météo du lieu, sportif, grand sportif, sportif occasionnel ou pas sportif du tout. Donc voilà le type d'information qu'on a en entrée. Et derrière, tous les jours, on va produire un texte pour dire bon, aujourd'hui il fait pas beau, mais bon, tu peux quand même sortir, il y a un musée à côté, il y a des choses intéressantes à aller voir. Ça c'est pour une personne plutôt jeune, pour une personne de 65 ans, on va peut-être pas dire, on va pas tutoyer, on va pas employer le même ton, et on va dire bon, peut-être que vous pourriez aller visiter le musée. Voilà. On peut changer un peu le ton, on peut personnaliser la façon d'en parler. Et pourquoi j'en parle, c'est que dedans il y a justement cet aspect du lieu, pour lequel on a rassemblé, nous, des data, des données sur les différents lieux. Donc on a 1 millier de villes, je crois, bon, ce qui n'est pas beaucoup, mais pour l'instant c'est une start-up qui n'a pas tellement de clients, donc ça suffit. On a 1 millier de villes, et sur ce millier de villes, on a rassemblé des informations sur quels sont les points d'intérêt, le type de ces points d'intérêt. Et cette même donnée, on l'a aussi utilisée pour un autre de nos clients. Donc cette fois-ci c'est un grand client, c'est Voyages SNCF, où là on est allé décrire également des villes de manière automatique à partir de ces données. Donc j'expliquerai après comment on les rassemble, parce qu'il y a une vraie problématique. Et donc les données, c'est... il y a quelqu'un de Voyages SNCF dans la salle? Non. Vous tweetez pas ce que je veux dire. Si? Ouais, bon, je dis plus rien. Non, en fait la problématique c'est que l'idée c'était de parler des trajets. Par exemple Paris et Bordeaux, et parler de ce trajet et parler de la destination, de la ville de destination. Donc évidemment on leur a dit vous avez quoi comme données en entrée? Nous on peut rédiger des textes, mais il faudrait qu'on ait des données. On n'a pas grand chose sur les destinations, donc pour les villes c'est vous qui devez faire. Bon ok, mais on vous dit quand même que c'est Paris-Bordeaux. Super. Est-ce que vous avez la gare de départ, la gare d'arrivée, la durée du trajet? Non. Ce qui est un petit peu embêtant parce que c'était compliqué de les avoir, donc je pense que voilà, il y a des circuits, voilà. Mais donc on est allé récupérer nous-mêmes ces données, donc juste pour l'anecdote,
On a scrappé le site de Voyage SNCF qui n'était notre client, donc c'est assez amusant, et on a récupéré leurs propres données. Donc à partir de ces données, on a été capable de rédiger des textes qui parlent de, l'avantage de voyager en train, c'est qu'on arrive quand même au centre-ville, on n'est pas dans un avion complètement serré, voilà, il y a plein d'avantages dont on peut parler, pour avoir des textes uniques, encore une fois, référencement, il y a une importance du texte unique. Et 2, on va parler de la destination et dire, voilà, à tel endroit, vous pouvez voir telle chose, avec des éléments assez précis. Par exemple, à Paris, on pouvait sortir que si vous voulez avoir une belle vue sur Paris, il faut absolument que vous montiez sur la tour Montparnasse. Donc on va quand même assez loin dans le descriptif de ce qu'il y a à faire dans la ville. Et donc ces données-là, pour les récupérer, on s'est dit, on va utiliser des choses structurées, on va aller voir DBpedia, Freebase, donc si vous connaissez, c'est des choses, DBpedia c'est issu de Wikipédia, c'est des données qui sont censées être structurées, vous avez une personne, vous avez de manière très structurée en web sémantique, sa date de naissance, son lieu de naissance, ses parents, son métier, etc. Il y a beaucoup de choses, ses œuvres. Et en fait, c'est extrêmement difficile à utiliser. Il y a beaucoup de choses, c'est très incomplet, il y a même des bugs, il y a des choses... voilà. Donc, on est parti de là, mais derrière, on a fait un gros travail manuel. Donc, on parle de big data, il y a plein de choses disponibles. Et au final, il y a quand même un travail manuel de validation des données. On a utilisé d'autres types d'open data, type INSEE et autres. Voilà. Il y a un moment, il faut valider les informations, il faut les regrouper. Il faut aller dire que, tiens, là, on parle de la même chose, ce qui est problématique. Et donc, on parlait des différents V. Il y a le V de la validité. Est-ce que la donnée est valide ou non? Il y a aussi le V de la véracité, ce qui n'est pas la même chose. Vous pouvez avoir un avis qui est valide parce qu'il a été donné par un vrai client d'un hôtel, mais ce qu'il dit peut être faux. Donc il y a vraiment des problématiques de véracité. Une autre source d'information sur les lieux qu'on a regardé, on a regardé les Google Places, les TripAdvisor, tout ce type de choses. Et puis on a vu, pareil, beaucoup de problèmes. Des points d'intérêt qui étaient situés à Barcelone alors qu'en fait ils sont à 150 km de là. Il y en a plein, des exemples comme ça. Des problématiques de nom. Vous avez le nom qui est orthographié d'une manière très bizarre et en fait il faut le corriger. Les données qui sont disponibles sur le web sont souvent buggées. Donc on n'est pas dans des données issues de smartphones qui sont hyper factuelles, on sait exactement ce qu'on a. Là on est sur des données qui sont produites par des humains, qui sont soit payés dans certains cas ou qui ne le sont pas, et on a énormément de bugs. Donc on a un vrai problème, quand on travaille sur des données issues du web, on a un vrai problème de validité et de véracité des données. Donc voilà, on croise tout ça, on regarde. Entre parenthèses, on devrait sortir bientôt une évaluation des informations sur les hôtels qui sont données sur TripAdvisor, donc des informations données factuelles, pas les avis. C'est pas très joli non plus. On a beaucoup de choses parce qu'on les a appelées derrière. On a fait l'effort de regarder ce qui était dit sur une centaine d'hôtels, on a appelé les hôtels. Est-ce que c'est vrai que non, il n'y a pas de piscine? Un peu embêtant. En plus, il y a vraiment une application légale derrière, donc c'est assez étonnant. Heureusement, il y a une chose qui est bonne. Sur 100% des cas, l'accès handicapé était bon. Quand même, heureusement. Mais là, je pense que là, il y a vraiment un aspect légal très fort. Donc là-dessus, ils ont fait vraiment très attention. Sur d'autres cas, il y a vraiment des erreurs grossières. Il y a un golf, pas du tout. Il faut prendre le bus et c'est à une demi-heure de là. Donc, voilà, il y a quand même des implications là-dessus. Voilà.
Alors, j'ai pas très bien compris sur le fait d'avoir énormément de choix, mais c'est comme quel est l'intérêt de TripAdvisor par rapport au guide Michelin? Pourtant, TripAdvisor, tout le monde l'utilise avant de voyager. Et d'ailleurs, si vous avez fait l'expérience, prenez le premier restaurant dans une ville, le plus celui qui a les meilleures notes en TripAdvisor, généralement, c'est absolument pas ce que vous cherchez. Ce sera grosso modo le truc hyper plutôt malbouffe, alors que le petit bistroquet du coin, lui, c'est super bon, mais lui, il n'est pas noté dans TripAdvisor. Donc l'avantage effectivement de certains guides, guide Michelin, on est plus effectivement sur des restaurants ou des choses comme ça, ou le guide bleu ou autre, on va arrêter de faire de la pub, mais on a des choses qui sont de bien meilleure qualité, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, la problématique des gens avec qui on travaille, donc là je vous parlais d'exemples de gens pour qui on livrait des textes. On a une activité, typiquement le projet Tour Influx, on a une activité plutôt de veille. Et quelle est l'image de mon territoire? Là-dessus, peu importe que la donnée qui ressorte sur le web ne soit pas forcément vraie, peu importe que ça ne représente pas la réalité ou autre, c'est ce qu'on voit. Et donc c'est là-dessus qu'il faut agir. Donc nous, ce qu'on peut faire remonter, c'est un hôtel où l'information est fausse, on va remonter au CDT, tu devrais prévenir ton adhérent que ce qui est marqué dans son TripAdvisor est faux. Et il va avoir des problèmes, les clients vont arriver et dire mais elle est où la piscine? Après, est-ce que c'est l'hôtelier qui a mis cette fausse information? J'en sais rien, mais en tout cas, au moins remonter qu'il y a un problème. Et de toute façon, c'est l'image. Après, nous, on n'est pas là pour produire des encyclopédies, on n'est pas là pour produire des guides touristiques, c'est pas notre métier. On est là pour rassembler de la data et la restituer soit sous une forme de rapport, voilà ce qu'on dit de vous, soit sous une forme de texte pour, soyons très clairs, du référencement dans Google ou de l'information pour l'utilisateur. Et après que l'information soit vraie ou pas, c'est l'image qui est donnée. Ben, l'hôtel a plutôt une mauvaise note sur ces points-là et ces points-là. Non, le téléphone c'était différent, le téléphone c'était pour évaluer justement. Et se dire à un moment on détecte qu'il y a quand même pas mal de problèmes, on aimerait savoir quelle est l'ampleur du problème. Il est assez important, il est vraiment assez important. On est en train de faire une autre expérience qui n'est pas encore terminée, sur justement essayer de croiser les informations de Google Places, TripAdvisor et je ne sais plus quel est Yelp je crois, et encore un quatrième, et GeoNames. Et l'idée c'est de voir ce qui est dit là-dedans, est-ce que ça se recoupe? 2, quand ça ne se recoupe pas, est-ce que c'est vraiment des absurdités? Et 3, quand ça se recoupe, est-ce que c'est vrai? Parce que ça peut être faux même en se recoupant. On n'a pas encore la réponse là-dessus, on est en train de le faire. Maintenant, est-ce que nous, on arrive à détecter ces problèmes-là? On les détecte par recoupement. Donc en fait, l'idée, c'est que quand il y a 3 sites différents qui disent la même chose, a priori, l'information est sans doute vraie. Quand il n'y en a qu'un seul, on ne s'y fie pas. Et ensuite, on fait intervenir du manuel uniquement quand notre client a besoin d'informations vraiment vérifiées. Okay. Je pense que tu as fait un peu l'introduction sur la partie suivante en évoquant la problématique de la qualité des données. Et quand on a préparé cette table ronde, il y a une expression qui est arrivée très vite qui était Big Data, Big Fantasme. Donc j'aimerais bien que vous puissiez réagir sur ce sujet. L'idée qu'on est sur la courbe classique de l'innovation où on risque d'avoir une période à court ou moyen terme peut-être de déception ou on va se rendre compte que c'est peut-être pas si simple. Bon, allez, je vais commencer moi. Oui, effectivement, je pense qu'il va y avoir des grosses déceptions. On est sur le Gartner Curve, on est vraiment au sommet. Là, on commence un déclin de mots-clés Big Data, ce qui est tout à fait normal. Hein. Ça arrive à tous les buzzwords. Il y a un déclin comme ça, et puis ça se stabilise à un niveau d'attente plutôt réaliste. Donc aujourd'hui, nous sommes à un niveau d'attente irréaliste par rapport à la technologie de Big Data.
Et ça coïncide avec un autre phénomène qui est que l'usage de Big Data se démocratise. Donc on est de plus en plus nombreux à faire quelque chose avec, à bricoler un peu, et on touche un peu aux limites, évidemment. Donc, et surtout, on n'est pas tous très équipés par des outils, par un savoir-faire, par de l'expérience pour le faire. Donc vous avez aujourd'hui des entreprises qui bricolent avec et qui rencontrent des problèmes. Nous, on rencontre par exemple un phénomène assez intéressant autour des A/B tests. Je ne sais pas si vous connaissez la notion des A/B tests. Ça, c'est très, très à la mode dans tout ce qui est commerce, de dire on va en fait une moitié de trafic du site, une moitié d'utilisateurs, on va leur montrer une version du site. À l'autre moitié, on va montrer une autre version de site. Et on va voir ce qui se passe. On va par exemple changer la couleur d'un bouton. Et on va dire, voilà, ici c'est rouge, ici c'est vert. On va voir si ça clique mieux sur le vert ou sur le rouge. Et on fait un test et voilà. Ça, c'est quelque chose vendu comme automatique, assez rapide, facile à faire. Tout le monde peut être data scientist. Sauf que en réalité, on ne voit que non. On ne voit que ce genre de solution, parfois, ça nous dit tiens, ça clique vachement mieux sur cette couleur-là, sur cette nuance de bleu. Or, ça dit par exemple que ça clique 30% mieux. Et ça convertit 3% meilleur taux de conversion de 3% sur cette nuance de bleu. Très bien. Les gens implémentent donc cette nuance de bleu et à la fin de l'année, il se trouve qu'il n'y a pas 3% de plus de chiffre d'affaires. Et ils se disent pourquoi nous on a bien suivi le A/B test, on a tout fait, on a eu le volume suffisant. Très bien, on a eu le volume, on a eu les stats, mais on ne s'est pas posé la question du contexte, de la période du test, d'autres facteurs qui influencent le test, qui ont pu biaiser l'étude. Donc, moi, je viens d'un milieu scientifique, comme Claude d'ailleurs, et je pense qu'il sera d'accord avec moi de dire qu'aucun A/B test qu'on fait dans le e-commerce ne passera pas dans un revue scientifique, comme une vraie comparaison. Ça passera pas. Or, on s'en sert. Donc, malheureusement, on a tendance à trop y faire confiance, à dire c'est la seule donnée qu'on va observer. Alors qu'il faudrait se poser la question, ok, il y a le A/B test, il y a cet avantage pour une version du site, mais on peut, en plus de l'A/B test, peut-être faire une étude qualitative, mettre un questionnaire simplement, poser la question à l'internaute à un moment de son interaction et récolter une donnée de plus supplémentaire d'une autre nature qualitative, croiser les deux et voir est-ce qu'effectivement il est pertinent de faire une intervention sur le site au niveau de la couleur bleue, par exemple. Donc, je cite cet exemple parce que c'est assez connu que Google, ils ont une nuance particulière de bleu qui apparemment performe super bien et sur laquelle on clique plus que sur d'autres nuances de bleu sur le lien. Donc, c'est assez anecdotique. Je remarque que chez certains clients avec qui on travaille, qui sont des grandes marques avec beaucoup d'expérience dans le marketing classique, ils ont tendance dans le marketing digital aussi à garder certaines bonnes pratiques et d'avoir des questionnaires qualitatifs en plus des études quantitatives, de combiner les deux et qui ont simplement des bonnes pratiques marketing qui sont saines et qui risquent de les amener à une bonne voie, je pense. Et on voit chez Orange, pareil, une logique tout à fait profonde de l'approche à la big data. Quand on a affaire avec des clients un peu plus jeunes qui sont dans le digital, qui n'ont pas forcément vécu tout le marketing stratégique et qui n'ont pas un fort département marketing, alors là, on se confronte souvent à simplement manque d'expérience avec tout ce qu'on pourra faire, manque de recul et on opte rapidement pour des solutions qui nous sont vendues et c'est là où après on peut être déçu et tomber sur des mauvais choix et voilà. Donc ça c'est notre expérience de la déception possible. Je pense qu'après quelques expériences décevantes, on va comprendre comment faire, on va trouver que la big data finalement a une valeur et on va aller vers là. Je
suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai d'autres exemples, évidemment, mais pour moi, c'est un gros fantasme. Aujourd'hui, techniquement, c'est assez facile. Je ne vais pas dire que c'est facile, c'est assez facile de récupérer beaucoup de données, de cruncher et de faire des ronds et des carrés et des jolis graphes sur des écrans. On en connaît, on les dénoncera pas, qui font même des newsrooms, des war rooms avec plein d'écrans et plein de choses qui clignotent de partout. Ce qui est plus difficile, c'est de donner du sens aux données. Et le sens, il a un vrai sens, excusez le lapsus, si c'est par rapport à mon business. Donc ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a créé beaucoup d'intérêts et de fantasmes sur ça va répondre à ma grande question existentielle pour pouvoir continuer à faire mon business, sauf que les informations qui remontent et que les gens regardent ne sont pas les vraies clés business. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui sont sur ce qu'on appelle les indicateurs de vanité, donc qui sont des high scores. Alors j'ai 53 millions de vues par mois, c'est extraordinaire, mais en fait, il y a combien de gens qui reviennent? Ah bah je sais pas. C'est peut-être ça qui est un peu plus intéressant pour votre business. Et du coup, on voit de plus en plus, moi je vois dans notre domaine, de gens qui construisent aujourd'hui leur stratégie sur des datas. Alors je vous donne un exemple qui est assez symptomatique, qui vient de notre milieu, qui est le milieu, médias. Netflix, plus besoin de présenter. Si vous vous souvenez, la série House of Cards, donc la saison 1, très beau succès, très bien fonctionné. La saison 2 a été complètement construite en termes de scénario sur des algorithmes. Si vous regardez les chiffres, vous allez voir la différence. En fait, la saison 2 a moins performé finalement que la saison 1. La saison 1 a été vraiment faite par des scénaristes qui avaient un vrai fil narratif avec l'art et la manière, etc. Et ils avaient quelques indicateurs d'algorithmes de base. La saison 2 a été construite de façon à plaire segment par segment. Et quand on a relevé, on voit tous les profils d'audience pays par pays, finalement, à force d'hyper segmenter, on a fait un produit qui était tellement devenu beaucoup plus fade qu'il a moins bien marché. Donc en fait, ça crée un vrai biais sur le métier et sur la valeur du métier de base. Donc nous, en général, nous, dans nos clients, on s'interdit de leur donner plus de 5 indicateurs à la fin. Alors que ce soit un rond, un carré, c'est pas très important, mais pas plus de 5 indicateurs et qui soient des vrais indicateurs qui ont un impact réellement sur l'entreprise et sur la façon de mener son business. Le reste, c'est de la vanité, quoi qu'il en soit. Je ne sais pas quoi rajouter après tout ça, mais je pense que la problématique, en fait, le big data, ça a toujours existé. Hein, depuis la carte perforée, tout le monde a fait du big data. Sauf que c'était des gens experts qui la traitaient. Aujourd'hui, on a l'impression que parce qu'on va sur Internet, on est tous capables de traiter de la big data. C'est là que les problèmes commencent, justement. Donc nous, ce qu'on observe au travers du tourisme en particulier, c'est qu'on a besoin d'accompagner nos clients, soit avec des groupes de travail, soit avec des experts, pour leur apprendre à traiter cette nouvelle donnée, ou qu'eux-mêmes s'entourent de conseillers pour pouvoir traiter cette nouvelle donnée. Donc l'obstacle aujourd'hui, il est là, il n'est pas tellement dans le big data, puisqu'on sait en produire, on sait le stocker, on sait l'archiver. Mais après, c'est toujours se dire à quoi ça va me servir, et est-ce que j'ai besoin de masse de données finalement pour faire un business qui peut être assez restreint. Est-ce qu'un hôtel a besoin de masse de données pour simplement bien accueillir le client dans son hôtel, et ne pas oublier d'ailleurs la base de son métier, c'est-à-dire d'avoir des draps propres et de faire un sourire, parce que le business, il est là quand même, hein, au-delà d'Internet. Donc je pense que le big data, ça ne sera pas un big fantasme, ça viendra. Effectivement, la courbe est en haut parce que tout le monde en parle et c'est à la mode. Mais il faudra créer des gens qui sachent accompagner les clients, des conseillers, des nouveaux consultants, des nouvelles entreprises qui vont savoir utiliser par exemple toutes les grosses données d'Orange, des supermarchés, des banques, etc., qui aujourd'hui souhaitent vendre ces données, pour que nos clients finaux sachent les comprendre et les intégrer dans leur propre process métier. Donc je crois que l'enjeu va être là demain. Aujourd'hui, c'est compliqué. Nous, on travaille en particulier avec des grands distributeurs, des Auchan, des Carrefour, etc., qui ont beaucoup de données. Ils savent tout sur vous, avec votre carte de fidélité, vos données caisses, etc., mais ils sont quasiment incapables de les exploiter aujourd'hui. C'est-à-dire concrètement, ils ne savent pas comment le traduire, à part vous donner tous les mois 5 € de réduction sur des couches culottes qui ne vous intéressent pas, ou des bons qui vont sortir en caisse que vous jetez aussitôt. C'est à peu près leur marketing du big data aujourd'hui. Donc vous voyez qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Non, moi j'ai simplement quelqu'un un jour qui est venu me voir en me disant bonjour, j'aimerais faire du big data. Et ça s'est arrêté là.
C'est-à-dire après, il n'avait absolument aucune idée de ce qu'il voulait faire. Donc je pense qu'effectivement, il y a vraiment un gros fantasme en ce moment qui est alimenté par pas mal de gens, hein. Vous avez quand même des gens comme Gartner qui disent que dans 10 ans, les entreprises qui font du big data auront un chiffre d'affaires de 20% plus élevé que celles qui n'en font pas. D'où sort-il ça? Personne ne le sait. Et je pense qu'eux-mêmes ne le savent pas, mais en tout cas, en termes de buzz et de marketing, ça a de l'effet. Est-ce qu'il y a des questions dans le public sur cette thématique? Tout le monde a été convaincu. Juste, je pense que ouais, ce sera très, très bien répondu ici, mais il y a même en dehors des données provenant des téléphones, il y a des choses qui ont été faites aussi à partir de Flickr, où Flickr, vous avez de la géolocalisation, et il y a des gens qui ont montré qu'on pouvait refaire le parcours touristique à partir des photos qui sont géolocalisées sur Flickr. Oui, on peut reconstituer effectivement des parcours de clients, des mobilités touristiques même en façon anonyme, mais on travaille nous aussi sur des panels de personnes qui acceptent d'être géolocalisées. Donc on va prendre des clients VIP ou des clients japonais qui viennent en France, et ils acceptent d'être géolocalisés, et là on va avoir un suivi très très fin de leur parcours. Et effectivement, il y a eu des expérimentations pour les touristes chinois qui déposaient des photos en permanence sur Flickr pour les géolocaliser. Après, par contre, quel est l'échantillon? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on mesure en fait? Qu'est-ce que ça constitue comme part de touristes réellement présents sur le territoire? Donc, faut faire attention en matière de data. C'est quelle est la base en fait qu'on évalue, hein? Quel est l'échantillon? Parce que une source de données qui n'est pas fiable, l'analyse, ce que vous évoquez, hein, l'analyse est complètement faussée derrière. Donc, il faut déjà connaître l'échantillon qu'on mesure, le qualifier, et après en tirer des enseignements. Comme je ne suis pas start-up, je vais commencer. Donc, au niveau d'Orange, les évolutions technologiques, elles sont permanentes, hein, puisque grâce à vous, on est obligé d'augmenter la capacité de nos réseaux en permanence. Donc, sur les normes 4G, 4G+, 5G, on va avoir des traces de plus en plus géolocalisantes et quasiment continues sur nos réseaux. Donc, on pourra avoir une précision des parcours, des fréquentations de plus en plus fortes. Il y a d'autres sujets sur lesquels on réfléchit, c'est aussi par rapport à une géolocalisation, comprendre sur quel site vous allez browser pour justement envoyer des informations contextualisées à nos clients pour dire, bah voilà, on a une personne qui est près de chez vous, qui est japonais, qui a tel âge et qui est en train de surfer sur le site de votre hôtel. Donc c'est peut-être intéressant que vous lui poussiez de l'info par un envoi de SMS ou du géofencing. Donc ça, c'est les futures évolutions avec les limites de la saturation de la personne. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, trop d'infos va tuer l'info et va tuer le business. Donc on a pas mal d'évolutions comme ça. Par contre, ce que j'expliquais, toute cette big data, nous, on ne saura pas la traiter dans le métier du client. Donc le rôle je pense que la valeur, l'autre jour, c'est qu'on discutait à table, la vraie valeur telle que l'a fait Google, hein, puisque Google, les dominants il y a 30 ans, c'était les opérateurs télécoms qui avaient tous les réseaux, qui étaient en monopole. Et brusquement, on a vu des acteurs arriver entre les couches, c'est-à-dire ils n'ont aucune infrastructure, mais par contre ils vendent que du vent, c'est-à-dire de l'algorithme, de la pub, mais c'est eux qui ont le pactole aujourd'hui. Et nous, on subit les coûts. Donc voilà, le business sera là-dessus aussi pour les big data. Ceux qui produiront les big data, qui supporteront l'hébergement et le traitement, et puis ceux qui se feront du business parce qu'ils auront trouvé la clé pour vendre ça plus cher aux clients. En évolution technologique, je dirais j'en sais rien. Tous les jours ça avance, il y a des choses qui sortent un petit peu de partout. Moi j'aurais plutôt envie de parler d'évolution d'usage. Je pense que la vraie question, elle est toujours, c'est ce qu'on va faire à partir de toutes ces données et de toutes les technologies qu'il y a derrière. Nous, on travaille beaucoup plus sur des modèles de prédiction, d'essayer d'avoir un coup en avance.
Pourquoi? C'est pas juste pour dire je sais combien il va y avoir de gens, mais c'est parce que c'est une clé qui me permet moi soit de faire financer mon projet quand je suis par exemple un réalisateur de film, soit pour pouvoir aussi financer la restauration peut-être d'un lieu historique parce que je sais derrière que je vais amener tel mécène parce que je peux lui expliquer qu'il y a tant de gens qui seront capables de venir et tel type de gens. Donc c'est plutôt sur la création de valeur qu'on va faire à partir de l'usage de ces données. C'est surtout ça à mon avis qui est intéressant à voir. Après, il y a plein de nouveaux algorithmes, il y a plein de choses. La puissance pure n'arrête pas d'augmenter. Ça devient en théorie de moins en moins cher, en tout cas grâce à tout ce qui est le cloud de façon générale et surtout à l'accès à beaucoup de choses en open source, qui pour moi est peut-être l'élément le plus important dans l'évolution. C'est le partage de la connaissance derrière à travers l'open source. Il n'y a pas que l'open data, il y a aussi ce qu'on peut en faire avec. Et après, les startups, au milieu de tout ça, je dirais, par définition, on est agile, donc on s'adapte vite et on arrive peut-être à démontrer des choses plus vite parce qu'on n'a pas les mêmes freins que sur des grosses boîtes. On a tous été à un moment ou un autre dans une grosse boîte, je crois, autour de la table. Donc c'est plutôt ça, c'est cette côté d'agilité qui t'a démontré assez rapidement, peut-être aussi que des choses finalement sont moins intéressantes que d'autres, et d'en prendre cas et de bouger. Donc je pense que c'est surtout ça qu'on apporte aujourd'hui, et un peu de fraîcheur de temps en temps quand même. Oui, vous avez déjà dit pas mal de choses en termes de perspective. Moi, ce que j'ajouterais, c'est que je vois dans la perspective une certaine démocratisation d'usage, au sens que il faut aussi penser aux petits acteurs. Quand Claude dit Gartner sort les 20% plus de chiffre d'affaires des boîtes qui font du big data, nous, en tant que scientifiques, on ne peut jamais être d'accord avec une boîte de conseil qui est le Gartner. Vous comprenez bien, on va toujours être contre ce genre de prédiction. Mais d'un certain sens, ils ont raison à dire que le big data est quand même une force pour celui qui l'utilise, pour son pouvoir de faire de bonnes décisions, s'il l'utilise bien, évidemment. Si vous avez des grands acteurs ou simplement des acteurs qui utilisent cette force de prise de décision supplémentaire, plus intelligente, et vous avez d'autres qui en sont privés, évidemment, ça crée une certaine égalité à laquelle il faut penser. Donc, moi, je pense que ça, c'est un risque dans la perspective, et c'est un risque que nous-mêmes, avec nos petits moyens en tant que start-up, on cherche à traiter parce qu'on s'oriente aussi à créer des offres dans notre propre offre commerciale orientée aux petits acteurs qui n'ont pas forcément des grands moyens, qui n'ont pas forcément de la big data eux-mêmes, mais qui vont se plaguer à notre big data qu'on collecte sur le open web et qui vont quand même pouvoir en disposer d'un certain sens dans leur petit business à leur petite échelle. C'est, je crois, une perspective importante parce que quand même, il y a beaucoup de PME. Dans le travel, il y a des acteurs moyens aussi. On n'est pas que des grands sites. En France, il y en a quand même, ce qui est plutôt bien. Et donc, moi, je vois aussi une évolution d'usage vers des usages très simplifiés, très niches, très spécialisés pour un usage précis, qui sont donc accessibles aux petits acteurs. Pas que des usages où on crée une usine à gaz, où on peut tout faire, faire toute conclusion, implémenter tout algorithme, mais ce sont donc des outils qui sont pour les grands groupes qui ont beaucoup de moyens et beaucoup de questions à poser à ces big data. Moi, je pense qu'on va aussi voir émerger des solutions très niches qui ont des usages très précis pour des petits acteurs qui en auront besoin. En ce qui concerne la place des startups dans cette affaire, je pense que les startups sont partout dans la big data. Les startups sont en quelque sorte à l'origine de cette dynamique autour. Si vous voulez, il y a beaucoup de startups qui ont créé de la big data, du Facebook, de Foursquare, tout ce qui est social, c'est à l'origine de la création de la data assez massive qu'après il faut pouvoir traiter. Et les startups, on voit, ils sont aussi une finalité de la big data, ils les exploitent pour créer des nouveaux usages business. Donc je pense que la place pour les startups, il y en a, et c'est les startups qui dynamisent un peu déjà l'émergence et la maturation du phénomène.
Évidemment, moi je regarde ce qui se passe autour de ce qu'on connaît, hein, et je sais que donc Laurent Fabius a dit qu'il voulait qu'il y ait 100 millions de touristes en 2030, je crois, quelque chose comme ça. Et évidemment, moi la question que je pose, c'est comment on fait venir ces touristes, parce que on a une énorme problématique qui est le multilinguisme. Et donc vous avez le petit office de tourisme de allez, on va prendre une grande agence départementale à Nevers ou ailleurs, va pas pouvoir produire des textes donnant envie aux gens de venir en brésilien, russe, chinois, japonais, etc. Donc faire augmenter la fréquentation touristique en France pour passer de 80 à 100 millions, c'est énorme. Et il me semble que là-dessus, le multilinguisme joue un rôle fondamental. On ne peut pas traduire, donc évidemment, vous voyez où je veux en venir. Bon, pour la place des startups, je pense que de toute façon, on voit qu'il y a un énorme mouvement actuellement partout pour pousser les startups. C'est bien que tout le monde voit l'intérêt d'avoir de petits agitateurs. Il y a des choses que les startups ne pourront pas faire, hein. Une présence sur tout le territoire comme peut l'avoir Orange, ce n'est pas une startup qui peut l'avoir. En revanche, effectivement, derrière, il y a d'autres choses qui peuvent être faites ou éventuellement, comme c'était dit, pouvoir venir par-dessus ces datas-là, produire des choses un peu différentes. Okay, merci Claude. Ce que je vous propose, peut-être pour ceux qui ont des questions, de les garder pour la seconde partie de cette table ronde qui se déroulera derrière. Et je vais proposer à Elisabeth de conclure la table ronde. Merci. Alors, on espère que vous avez appris plein de choses. Vous avez vu dans le panel, on a essayé de vous proposer des personnes qui travaillent aussi bien avec des institutions du tourisme, des personnes qui travaillent avec des plateformes qui sont plus tournées aux utilisateurs, des personnes qui travaillent avec des marques et Orange qui travaille avec tout le monde. Voilà, l'idée c'était vraiment de vous présenter un panel de différents services. Alors effectivement, ça aurait été aussi intéressant d'avoir les retours clients, mais comme on le voit, il y a aussi une certaine confidentialité par rapport aux stratégies de ces acteurs-là. Mais sachez en tout cas que toutes ces technologies existent, qu'elles sont françaises, et donc on en est aussi très fiers. Autant on est très présent dans les internets des objets, autant on a aussi des très bons mathématiciens, des très bons statisticiens. Donc faut en profiter, et si je pense qu'ils seront à votre disposition pour répondre à vos questions. En tout cas, j'espère que vous avez pu à minima rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Merci beaucoup.